Salut Alex, bienvenue sur Dans la tête d'un coureur. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous dans le podcast. On va parler de sport, on va parler de parentalité, on va voir si l'esprit de trail influence pas la manière qu'on a d'être parent et inversement. Mais avant de discuter de tout ça, comment est-ce que ça va vraiment aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, attends, quand on enregistre là, on est quoi ? On est début mi-novembre, je reviens de Suède, du Kula le week-end dernier. Donc comment ça va ? Déjà, ça fait 2 mois que je cours aussi peu que ce que j'avais couru depuis que j'ai commencé à courir, donc depuis 8 ans. Donc là, tu es face à un casquette verte qui est assoiffé de course à pied, qui en manque. Ça, tu le vois, j'ai la bave et tout, les raccords maquillage, ils étaient un peu chauds d'ailleurs. Mais je suis dans un état d'esprit où c'est la première fois où je me retrouve réellement blessé, au sens où, pour moi, réellement blessé, ça veut dire que ma pratique, je ne peux pas la pratiquer en ce moment, quoi. Ou que très peu, de manière très palliative. Donc là, il y a déjà un déficit psychologique par rapport à ça. Donc il va falloir que ça se règle très rapidement parce que sinon je vais péter un plomb et on n'a pas envie que je pète un plomb. Donc ça, non, et physiquement en fait c'est que des petits pépins, il n'y a rien de méchant. J'ai passé les IRM etc. qui fait que je suis rassuré sur le fait que ça ne soit pas un problème ni osseux ni articulaire, c'est que du musculaire. En fait je suis pas assez musclé, c'est assez bizarre de dire ça pour un mec qui fait 10 000 heures de course à pied par an, mais je suis pas assez musclé côté droit et récemment il y a eu donc la naissance d'un enfant et j'impute pas ma blessure à la naissance d'un enfant, mais je l'impute en fait au manque de sommeil que ça a pu engendrer, et donc il y a eu un déséquilibre de charge entre un volume conséquent et une récupération qui doit être conséquente et qui doit être proportionnelle à ce volume de charge. Et d'un côté, le volume de charge d'entraînement il est resté tentative de rester le même, mais le sommeil s'est complètement effondré, donc il y a eu un déséquilibre. Et donc maintenant, moi, à charge à moi de retrouver un équilibre dans ma vie et dans mon sommeil pour pouvoir retrouver cette charge de récup, donc derrière cette charge d'entraînement, quoi. Donc voilà. Il y a cette stat qui dit que dès que tu passes sous les... alors après, les études ne sont pas tous unanimes. Il y en a qui disent que c'est moins de 6h30, 6 heures de sommeil, c'est 30% de risque de blessure en plus. Oh, mais je dormais déjà avant, moi je suis quelqu'un qui dort 5 heures par nuit depuis 10 piges. Donc là, non, le fait... Ouais, mais tu vieillis, Alex, tu vieillis. Tu sais, maintenant, t'es plus... je vieillis, j'ai même pas 33 ans. T'es comme tout le monde, tu subis le temps. Moi, oui, mais passer 30 ans déjà, c'est... Non mais attends, j'ai encore 16 ans d'attendre avant de rattraper Pommeret. Je pense que tu vois, j'ai 16 Pommeret devant moi avant de gagner l'UTMB, la Diag et la Hard Rock. Donc je pense que non, clairement, je suis encore jeune. Physiquement, je me sens encore jeune, mais que le coup des siestes de 2 fois 2 heures pendant plusieurs semaines d'affilée, je parle plus de sommeil, je parle de sieste, ça a clairement joué sur le physique. Bon, on va parler de tout ça, on va parler un peu aussi de l'impact positif et négatif aussi un petit peu qu'on peut avoir avec l'arrivée d'un enfant quand on est un sportif. Aujourd'hui, on te reçoit un peu avec la double casquette parce que tu es ultra trailer et t'es aussi papa. T'as vu, j'ai bien travaillé celle-là. J'étais fier de moi. J'étais fier de moi. On va essayer de comprendre un petit peu ce que représente le rôle de papa et de coureur. Mais avant ça, j'aimerais qu'on vienne un petit peu aux racines, parce que souvent le père qu'on est, c'est aussi l'ancien enfant qu'on était. Et on entend souvent que celles et ceux qui s'épanouissent dans l'ultra-endurance, je parle vraiment d'épanouissement, qui aiment ça, ils ont souvent une histoire personnelle un peu particulière, parce que il y a quelque chose dans leur histoire qui les pousse à toujours vouloir flirter avec leurs limites. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ? Est-ce que quelqu'un qui fait de l'ultra-trail, c'est quelqu'un qui a une histoire un peu différente des autres ? Je pense qu'on a tous des histoires un peu différentes des autres. Tu vois, il n'y a pas d'enfant pour moi qui est dans un moule comme tous les autres enfants. On a tous des histoires à raconter, des souvenirs d'enfance. Ça n'existe pas d'être un enfant comme tout le monde. Les gens comme tout le monde sont très rares. Les enfants comme tout le monde sont encore plus rares, je pense. Si je prends mon exemple, moi je vois qu'est-ce qui m'a fait basculer dans l'ultra et maintenant donc jouir dans l'ultra. Putain, c'est bizarre de dire ça, mais jouir dans l'ultra. Ce qui m'a fait ça, effectivement, ça vient un peu de mon caractère que j'ai développé étant enfant, et ce caractère, je l'ai développé du fait de l'éducation de mes parents. Moi, je suis convaincu que si aujourd'hui j'aime aller voir si je peux pas aller plus loin, j'aime essayer de voir est-ce que les limites sont pas plus loin que ce que je pensais, ça vient du fait que ma mère m'a éduqué et que ça vient de mon éducation d'abord écoute, tu es face à un mur, tu rebrousses pas chemin, tu t'essaies pas 3 fois et puis tu dis c'est trop dur, c'est face à un mur, si t'arrives pas à le monter, tu continues à essayer de le monter, à trouver des subterfuges. Waouh, ce mot là il était pas facile pour pouvoir y arriver. Et moi je suis convaincu que
physiquement, n'importe qui peut faire l'ultra trail. Après, ceux qui, on va dire, surperforment, même si je ne considère pas que je surperforme, ceux qui vont peut-être un petit peu plus loin que les autres dans cette pratique-là et qui vont en jouir de manière plus profonde, eh ben, c'est ceux qui ont eu, de par le biais de leur éducation qui se fait quand on est gamin, des valeurs qui ont été inculquées de résilience, de détermination. Donc moi je le vois comme ça. Et quand j'étais gamin, c'était ça, c'est-à-dire que c'est des valeurs qui m'ont été inculquées, c'est une éducation qui m'a été inculquée, qui fait qu'aujourd'hui, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'à moi. C'est impossible de dire cette phrase sans qu'elle sorte toute seule. Mais qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce plus mental, je ne sais pas comment on pourrait le décrire, qui m'amène à amener mon physique plus loin. Il y a ce truc-là, et il y a aussi le fait que j'ai passé beaucoup de temps avec ma grande sœur et tout, c'était formidable, mais j'ai quand même aussi passé beaucoup de temps moi tout seul à explorer le bois de Vincennes, à m'échapper, et du temps vraiment en solitaire. Et ce temps solitaire, moi je l'occupais en faisant de l'effort physique, en allant découvrir le bois de Vincennes à vélo, à pied, en allant faire des foot. Et donc il y a c'est les deux critères que je trouve importants et que je retrouve en résultante plus tard dans ma pratique. C'est un, l'éducation de ma mère avec la détermination, etc. Et deux, la capacité à prendre du plaisir dans un loisir en le pratiquant tout seul. Et ça, c'est les deux trucs que je retrouve après dans l'ultra. Et justement, tu parles un peu de ton enfance, de comment ta mère t'a appris à finalement à surmonter les obstacles et pas te dire bah non mon petit, c'est pas grave, voilà, on passe à autre chose. Non, il fallait que tu réussisses à sauter le pas. Toi, quand tu regardes un peu l'enfance que tu as eue, l'adolescence, est-ce que tu as des exemples concrets justement où tu as dû faire preuve d'abnégation, des moments qui t'ont demandé de puiser déjà dans tes ressources et qui t'ont un peu défini comme qui tu es aujourd'hui? Est-ce que tu as des exemples en tête précis? Tu vois, moi, j'ai pas eu une enfance dure. Je considère pas comme ça, donc je vais pas avoir un exemple du style je me suis retrouvé à la rue et il a fallu que seul, tel Rémi sans famille, je me construise un avenir, etc. Pas du tout. Hein. Moi, j'étais clairement le petit gamin de banlieue bourgeoise privilégiée. Donc, il y a pas de gros trucs comme ça. Mais par contre, moi, mes défis à moi, c'était un objectif, par exemple, de performance scolaire que m'imposaient mes parents. Et t'es bon élève? J'étais comme casquette verte, c'est-à-dire un élève malin qui trouve des hacks, clairement, qui a bien compris qu'en fait le but du jeu c'est d'être bienveillant, enfin c'est que le professeur pense que t'es le plus intelligent, juste sans non plus tomber dans le fait qu'il se rende compte qu'il était plus intelligent que lui. Donc moi voilà, j'étais le gamin, j'étais au premier rang, non pas parce que j'étais celui qui était le bon élève ou celui qui était puni, mais j'étais au premier rang parce que j'avais bien compris que c'était l'endroit qu'il fallait être pour le mieux réussir sa scolarité, parce que c'était l'endroit où je pouvais écouter quand je voulais écouter, et que quand je voulais discuter, on surveille pas les gens qui sont au premier rang. Donc j'étais ce gamin qui fait du hacking, et j'étais ce gamin aussi où, comme plein de gens, mais moi, mes parents, quand j'étais en CE2, en fait, je bossais le programme de CM1 et de CM2. J'ai toujours bossé les programmes en avance, et donc moi, ça a toujours été un truc comme ça. Et donc, je me confrontais j'ai des souvenirs d'un putain de cahier de mathématiques sur des feuilles bleues avec des problèmes, et j'avais pas le droit de faire les exos qui étaient les exos de mon niveau, j'avais le droit de faire que les exos du niveau d'au-dessus, et donc forcément je me faisais contrainte là-dessus, parce que j'étais face à des exercices avec des notions mathématiques que je ne connaissais pas encore, et donc il fallait bien que je trouve une solution moi-même pour me débrouiller pour pouvoir les résoudre. Donc c'est exactement comme courir avec un sac lesté, quoi. J'ai considéré que très très rapidement ça a été une manière de, sans me le dire, ça a été une manière qui a été faite dans mon éducation de on va pas rendre le truc simple, parce que sinon tu vas créer un adulte qui va ne faire que de se complaire. Donc je pense que j'ai grandi dans un univers de contraintes, et c'est là où je suis le meilleur, je trouve, qu'elle soit professionnellement ou dans mon aspect créatif. C'est sous contrainte, je me sors les doigts, quoi. Maintenant, t'es père. Est-ce qu'il y a des choses justement que tu as vécues dans ton enfance que tu aimerais vraiment faire découvrir à ton enfant, et peut-être à l'inverse aussi, peut-être des expériences que tu as vécues toi et que tu préférais que lui ne connaisse pas?
Ça, je pense que c'est le très grand classique. C'est bon, on a tous des parents qui se sont engueulés à des moments où, mais tu vois, rien de rien fifou. Mais donc tu te dis, ok, ça, c'est des moments qui étaient des moments pas cool pour moi quand j'étais gamin, et donc j'ai pas envie de réexposer mon enfant à ça. Donc ça, c'est une promesse que tu te fais. Est-ce que tu es en capacité de te la tenir? L'avenir le dira. Mais c'est le premier truc bêtasse qui me passe. Moi, les trucs que j'ai en tête, c'est c'est le côté l'éducation de ma mère à me faire grandir sous contrainte et sous la vie, elle est pas facile quand même. Il faut que tu puisses t'armer pour te débrouiller. Ça, c'est un truc que je souhaiterais reproduire. Et du côté de mon père, moi, j'ai eu de la chance. Même si je considère que la chance, ça n'existe pas. Mais j'ai eu un père qui, très rapidement, moi, le vendredi, à 4h30, il me chopait à la sortie de l'école élémentaire. Il m'amenait dans le Jura. Et on passait tous les week-ends. J'étais le seul petit Parisien qui, tous les week-ends, allait dans le Jura pêcher à la mouche sur les rivières quand c'était ouvert, sur les lacs l'hiver pour pêcher le brochet, et qui, dès que c'était le vrai hiver, là-bas, passait du temps dans la nature à faire du ski, etc. Donc j'ai passé un temps à faire de la complémentation, ça vient pas ce mot, contemplation, de la contemplation de la nature et du temps seul face à la nature, que j'ai trouvé, il y avait un moment de partage avec mon papa, c'était important, et deux, il y avait aussi ce moment je ne vois pas que du bitume et que les animaux du bois de Vincennes, ce qui quand même fait que tu restreins ton univers à pas grand-chose, à des marronniers et quelquefois des renards. Mais découvrir ce que c'était que la nature et tout, je souhaite vraiment pouvoir le fournir à mon enfant, quoi. Et c'est vrai que quand on n'a pas encore d'enfant, on a un petit peu un regard sur l'éducation qu'on a reçue, sur l'encadrement qu'on a reçu, et on se dit toujours... je vais faire différemment, je vais améliorer certaines choses. Et quand on est parent, tu vois, il y a ce côté-là de se dire, est-ce que finalement, est-ce qu'on va mieux faire qu'eux, tu vois? Est-ce que ça t'a fait tu vois, on a tendance un petit peu à vite juger l'éducation qu'on a reçue par nos parents, et parce qu'on n'est pas confronté au réel. Est-ce que toi, tu as changé la perception que tu avais justement de ton père et de ta mère et de comment ils t'ont éduqué depuis que tu es confronté finalement au rôle d'être papa? Ah clairement, moi dans la seconde où il est né, je me suis dit là on y est là, comment qu'on fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire, etc. Qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en place? Et alors là tu te rends compte qu'en fait, ce que tu as reçu, c'est déjà, tu passes de... Il y a des critiques à bravo papa, maman, excusez-moi, désolé de vous avoir fait vivre une adolescence mais très compliquée, en plus avec un mini casquette verte assez insupportable. Je m'excuse de tout ça papa, maman. Je pense que vous avez vécu vous aussi la même chose quand moi je suis né, très certainement vis-à-vis de vos parents, mais merci pour ce que vous m'avez apporté, parce que là moi je me retrouve dans une situation avec un petit et je sais pas, j'ai pas encore le manuel sur comment il faut éduquer, etc. Et donc je sais pas si j'arriverai à faire déjà aussi bien que vous, quoi. Donc ça c'est une projection qui est un peu effrayante pour moi qui suis quelqu'un qui a besoin de maîtriser un univers pour me sentir à l'aise dedans. Donc là ça me recrée une zone de pas le mal-être du tout, mais de malaise, parce que je ne sais pas comment ça marche. Exactement comme la première fois qu'on arrive sur ma toute première Saint-Élion, c'est à quelle sauce je vais me faire manger par le truc, quoi. Là c'est à quelle sauce je vais me faire manger par ma non-connaissance totale de l'éducation. En ce moment, si tu veux, là on fait comment ça s'appelle, les premiers jours à la crèche où tu fais quelques heures, l'adaptation, merci. Et donc là en fait dans les yeux de la personne qui elle est habituée à avoir des enfants H24 en face d'elle, elle te voit. En fait, elle n'a même pas besoin de te demander si c'est son premier enfant, quoi. Elle le sent directement que tu n'as pas la maîtrise, etc. Donc, là, il y a dessus un enjeu. Là. Est-ce que ça a été un choix évident pour toi de devenir papa? Parce que c'est vrai que la natalité, elle n'a jamais été aussi bas quasiment dans tous les pays du monde. Hein. C'est pas, on dit souvent en Occident, mais vraiment, quasiment dans tous les pays du monde, la natalité est en baisse. Est-ce que ce choix, il était évident, malgré aussi tous les défis actuels, parce qu'on vit dans un monde qui est assez instable, qui est assez compliqué? Est-ce que c'est un choix qui a été naturel, évident pour toi? Moi, c'est plus qu'un choix, c'est un rêve. C'est-à-dire que c'était une volonté que j'ai depuis bien longtemps de fonder une famille.
Le tout était de trouver la bonne personne avec qui. Et une fois que tu as trouvé ça, c'était let's go, allez, on y va, quoi. Donc à aucun moment, tu vois, je les vois, hein, les gens qui se questionnent autour de ça, c'est est-ce que, quel monde on va offrir à nos enfants, quels enfants on va offrir à notre monde. Est-ce que réellement, vis-à-vis de l'écologie, de l'environnement, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus penser à ne plus faire d'enfants parce que les virus, on est le cancer de cette planète en tant qu'humain. Donc ce discours, tu vois, je l'ai pas du tout, moi. Moi, là, c'est comme ma pratique de l'ultra. C'est-à-dire que j'ai une pratique de l'ultra qui, je considère, est quand même assez égoïste parce que je me pose pas la question quand je m'inscris à une course cette année en Hong Kong, au Japon ou quoi. Je me pose pas la question de mon impact environnemental. Au même titre que quand je fais un enfant, à aucun moment je me suis posé la question de l'impact environnemental que ça pouvait avoir. Je propose dans ce cas-là à tous ceux qui se posent ces questions-là, qui n'hésitent pas à aller jeter des cailloux à la sortie des maternités pour voir comment ils seront reçus par les nouveaux parents. Mais voilà, je considère que c'est un discours qui est pas le bon. Moi, en tout cas, donc c'était un rêve, c'était un grand souhait. Et à aucun moment non plus tu te dis est-ce qu'il y a un enjeu par rapport à une carrière de simili-sportif, est-ce que ça risque pas de la mettre en question, etc. En fait non, pour moi la course à pied c'est exactement comme un bébé, c'est-à-dire que j'ai fait rentrer la course à pied et l'ultra dans ma vie, c'est rentré, voilà, c'est inséré dans ma vie. Le bébé de la même manière vient s'insérer dans ma vie et n'est pas quelque chose qui est à considéré comme un poids, comme un boulet ou quoi, mais c'est la vie et après on voit pour le reste, quoi. Donc la vision elle est plutôt là-dessus. C'est intéressant. Bon, voilà, on va pas se cacher, mais on a quasiment eu à quelques mois d'intervalle, on a eu nos enfants plus ou moins dans la même période. Et c'est vrai que, alors, au-delà des considérations écologiques, parce que bon, ça je peux comprendre que chacun a, même si finalement c'est pas forcément, on le sait statistiquement, c'est une minorité de personnes qui polluent, donc c'est pas forcément le nombre qui compte, c'est la capacité que certaines personnes ont à puiser un maximum de ressources. Donc c'est pas vraiment c'est pas aussi automatique que ça. Donc ça, je vais mettre ça de côté, mais je peux comprendre qu'effectivement on est dans un monde assez anxiogène, il y a des guerres, il y a tout un climat assez anxiogène, mais finalement quand tu prends un peu de hauteur, tu te rends compte que il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, les gens continuent à faire des enfants, il y a eu des périodes très très dures dans l'histoire, il y a eu ceux qui ont eu des enfants pendant le Covid, mais il y a aussi eu la peste, la moitié de l'Europe a été décimée, il y a eu des périodes de grand froid, 500 après Jésus-Christ, c'est une période où il y a 2 tiers de la population qui sont morts de froid et de faim, et les gens ont continué à faire des enfants. Et finalement, quand tu regardes à l'échelle du monde, l'époque qu'on vit actuellement, elle est plutôt pace, tu vois, elle est plutôt tranquille, tu vois. Regarde, on parle nous des deux. Vraiment, à l'échelle de l'humanité, croyez-moi, notre vie, elle est très très confortable. Donc en fait, si on avait eu si nos ancêtres avaient eu cette logique-là, on serait jamais là. Donc en fait, non, même si on vit dans un monde qui est très dur, qui est anxiogène, elle est quand même très safe par rapport à si on connaît un peu l'histoire, la France a connu des périodes beaucoup plus difficiles et extrêmes que ce qu'on vit maintenant. Je suis né en 1991, je sais pas si tu te rends compte, moi c'était en pleine guerre du Golfe, Brel je crois venait de mourir et je suis né sous Mitterrand, tu te rends compte, enfin dans quel climat je suis né, c'est pas possible. Après c'était quand même, moi je regarde, t'as pas une bonne, on est plutôt plus ou moins des années 90 on va dire, c'est vrai que c'était un peu avant, moi j'ai connu quand même la période avant l'euro. Avant Internet, avant l'euro, bien évidemment, ou l'enfant, où franchement, même si nos parents, moi en l'occurrence, mes parents, ils n'avaient pas des gros revenus. Mon père était athlète, donc il travaillait, il était salarié détaché, donc c'était quand même plutôt des fins de mois difficiles parce que c'était compliqué le sport avant. Mais quand même, la vie était pas chère, tu vois. Donc en fait, c'était quand même une certaine forme de douceur de vivre. Il y avait pas Internet, les gens se parlaient encore beaucoup. C'est vrai que c'est une époque qui était une belle époque, quoi. Moi, je regardais un bon souvenir, toi. Moi, je regarde un souvenir fabuleux, mais je suis pas de ceux qui pensent que hier c'était mieux. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment très bien, quoi. Ouais, chaque époque. Ce qu'on arrive à faire, c'est fou. Quand tu te rends compte qu'on arrive à parler dans un micro, que ça va être écouté par des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions, que dis-je. Va savoir. Avec cet épisode, peut-être. Oui, mais voilà, tu vois, on peut pas dire ça, quoi. On n'est pas pourchassé par la mort à chaque instant dans la rue, quoi. Non, c'est pour ça. Détendez-vous avec ce côté, on va tous mourir. Enfin voilà, le monde a traversé vraiment des périodes beaucoup plus compliquées. Mais c'est marrant que tu poses la question parce que moi je me suis pas posé la question. Plein de monde se la pose.
Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'enfants et qui nous écoutent. Si c'est une bonne idée, tu vois, de faire un enfant aujourd'hui. Mais est-ce que tu te la poses parce que aussi, c'est quand même se lancer dans un inconnu, de faire un enfant dans l'inconnu. Est-ce que c'est pas juste en fait se poser des questions, c'est de se rassurer sur est-ce que je suis en train de faire le bon choix d'aller vers la parentalité. Tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que les coureurs ont la réputation d'être assez individualistes. Et c'est vrai qu'il y a une forme aussi de centrer sur soi aussi, même si je pense que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Donc ça commence aussi par là. On ne peut pas aider les gens si on n'est pas bien soi-même. Donc il faut qu'on se fasse plaisir pour faire plaisir aux autres. Mais on entend aussi souvent que cette baisse de natalité, elle est due à une société plus individualiste, plus centrée sur eux-mêmes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu penses que c'est peut-être un raisonnement un peu simpliste de penser ça ? Est-ce que la société, elle est plus centrée sur elle-même en ce moment ? Non, est-ce que tu penses que cet argument, c'est-à-dire en gros de se dire si les gens font plus d'enfants, c'est parce que les gens sont individualistes, est-ce que tu penses qu'il est réel ? Est-ce que tu penses que c'est aussi une forme de partage, de sacrifice, entre guillemets, d'être papa, et que c'est du coup à l'inverse d'être individualiste ? Parce que moi, je suis pas sûr que... Je pense pas. Je pense qu'en fait, c'est peut-être que... on markete moins bien qu'à une certaine époque le rêve de la parentalité. Et pour moi, tu me mets en charge, tu me mets au ministre, voilà, c'est le moment où je demande d'être ministre, tu me mets en charge d'être ministre du rêve de la parentalité, mais je vais vous le vendre le truc, demain on est à 8 enfants par personne, quoi. Il y a tellement d'arguments qui vont dans le sens de faire des enfants que pour moi il suffit de le marketer pour changer le mindset. Effectivement, actuellement il y a un mindset qui est de se dire pour plein de gens, ah non mais moi je veux surtout pas d'enfants, j'en ai plein d'amis comme ça, oula sorte pas d'enfants parce que je veux garder ma liberté, je veux continuer à sortir, etc. Mais là moi je suis en train de même tout le monde se pose un peu cette question-là, mais moi je suis en train de me le prouver à moi-même. C'est pas parce que t'as un enfant que t'arrêtes de sortir, etc. Surtout pas, faut pas le voir comme ça, quoi. Faut se détendre du slip, c'est pas comme quand c'est casquette verte papa, c'est comme casquette verte coureur, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu te mets à la course qu'il faut arrêter de boire de la bière, qu'il faut arrêter de manger des trucs que tu as envie de manger, etc. Ça doit être un plaisir diffus. Et ben là, c'est exactement la même chose pour un enfant. Pour moi, c'est l'enfant, quand il arrive, tu dois pas arrêter ta vie pour être le parent parfait d'après le dogme de la parentalité. Donc, en tant que ministre du rêve infantile, mais il y a tellement à vendre et tu le vis, je pense, en tant que jeune père, mais il y a tellement à vendre sur notre expérience. C'est le plus classique, c'est le plus beau truc du monde, etc. Mais oui, ça l'est. Donc, vendre le truc qui est le plus beau au monde, mais laissez-moi vous le faire, quoi. Vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je vois pas qu'est-ce qui... je pense que c'est un mindset, c'est un courant actuel que, exactement comme des esprits de glaciation et de déglaciation, ça peut se retourner, qu'il peut réavoir une envie de l'enfant. Est-ce que c'est de l'individualisme ? Peut-être. En tout cas, moi, il y a quelque chose que ça m'a provoqué la naissance de mon enfant, qui peut peut-être se rapprocher à cette notion-là. C'est qu'au moment où il est né, donc il y a tout ce truc de la transmission que tu as envie de transmettre à ton enfant et qui se crée à ce moment-là. Moi, ça m'a aussi rappelé que je vais mourir. Et j'en ai parlé avec d'autres papas, ça m'a rassuré que je ne sois pas le seul à penser ça, qui ait eu ce sentiment-là. C'est que la naissance d'un enfant, ça te rappelle que toi, là, j'ai 33 ans. D'après les stats, il me reste une cinquantaine d'années à vivre. Donc, j'ai 50 ans pour lui transmettre plein de choses, mais j'ai aussi plus que 50 Noël avant d'être dans une tombe et plus courir, quoi. Et donc, automatiquement... Oui, là, tu te dis, moi qui suis un grand effrayé de la mort, me dire, ah ouais, ok, donc là, le petit bonhomme là, qui vient de naître, il vient de me rappeler tout de suite, automatiquement, que fondamentalement, même si je suis bien entouré, que j'ai du monde autour, je vais finir seul dans une boîte. Et là, tu te dis, ok, oui, donc il est quand même temps aussi de profiter individuellement. Donc, il y a un sujet autour de ça, quoi, aussi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je veux pas qu'on aille trop vite. Ouais. Il y a 10 milliards de trucs. Ce podcast devrait durer 8 heures. Ça va être un podcast d'ultra. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la période un petit peu de la grossesse. Quand tu as appris que dans 9 mois, vous allez devenir une famille, comment est-ce que tu as vécu un petit peu cette période d'attente ? Est-ce qu'il peut y avoir de l'excitation, des doutes ?
Enfin, tu vois, moi, toute la période de grossesse, ça a été, enfin, moi, tu vois, comment je l'ai vécu, ça a été un truc assez magique parce que du coup, je me suis vachement intéressé au processus, tu vois, aux cellules, comment les enfants naissent. En fait, c'est vrai que la création, c'est absolument incroyable. La nutrition aussi, tu vois, pour savoir qu'est-ce qu'il faut manger et tout. Bon, moi, c'est un truc que j'ai bien vécu et je me suis rendu compte aussi que t'entends plein de trucs, tu vois, tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'au début, j'ai commencé à écouter des podcasts et puis pendant très longtemps, on a parlé, tu vois, de la grossesse. C'était un peu tabou, personne n'en parlait et du coup, on a voulu un peu libérer la parole et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un effet un peu pervers qui est qu'on entendait souvent des grossesses qui se passaient mal, tu vois, des dépressions, des machins, des ci, des ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je dis stop, quoi, c'est bon en fait. Limite, t'avais l'impression que ça allait devenir un calvaire, tu vois. Donc, ça avait un peu l'effet inversé, tu vois, on disait rien et du coup, on a voulu un peu rattraper, donc on est parti en deux extrêmes. Toi, comment tu as vécu cette période-là, qui est un peu une période, tu sais que tu vis un peu les derniers instants où tu n'es que toi avec ta compagne, quoi, tu vois. C'est un peu les derniers instants de ta vie d'avant. Comment tu l'as vécu, cette période de la grossesse ? Alors déjà, premier truc, bon, nous on en parle, mais on n'a pas eu les couilles qui sont devenues de la taille des pastèques. Donc tu vois, genre c'est pas pour les auditeurs et auditrices, on en parle avec notre vision de papa. Mais effectivement, il y a cette période de grossesse, la vision qui est peut-être pas la plus intéressante, mais si quand même, je pense que c'est la plus intéressante, c'est la vision de la maman qui fera l'objet d'un autre podcast ou qui l'a déjà fait, je sais pas. La vision de papa. Bon, déjà, moi, Scoop, j'ai appris que j'allais être papa. C'était, en fait, c'est assez étonnant, mais c'était un peu mon cadeau finisher de quand j'ai traversé le désert d'Atacama. C'est-à-dire qu'on a entamé cette traversée du désert sur 5 jours avec ma compagne pendant le TSP Atacama l'année dernière. Et à l'arrivée, c'est à ce moment-là où littéralement... test de grossesse, etc., on a découvert qu'on avait un enfant. Donc, c'est arrivé déjà dans notre vie à un moment où c'était la fin d'une épopée et automatiquement, tiens, là, on va ouvrir une nouvelle porte. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, une fois que ça, c'est arrivé, en tant que père, que futur père, tu t'en rends compte sans t'en rendre compte, mais effectivement, tu te rends compte que surtout, tu manques d'informations. Donc, moi, je suis allé piocher un peu comme toi l'information. Moi, mon système d'information, maintenant, j'ai du mal à lire, donc c'est beaucoup le podcast. Et je suis allé chercher, je suis allé taper les mots-clés, enceinte, sage-femme, etc. Et je suis tombé, il y a pas mal de podcasts qui sont vachement bien. Relativement peu, d'ailleurs, qui sont faits par des hommes, pour des pères. Il y a Sage Meuf, qui est vachement bien, qui, effectivement, t'évoque tout, mais qui prend souvent le biais de pas de ça se passe bien, mais de on va partir de les problématiques que vous allez rencontrer pendant la grossesse, qu'est-ce qu'il veut pour expliquer que d'ailleurs voilà comment on les résout, comment on vit avec. Donc effectivement, tu rentres assez vite quand tu ouvres cette porte-là. C'est comme quand tu tapes dans Google Images le nom d'une maladie, quoi. Vraiment, t'as pas envie de regarder ça, quoi. Alors que très certainement ça va bien se passer et donc là en fait c'est pas mal, ça te met une claque et ça te fait descendre tout de suite les pieds sur terre de ok, là c'est pas comme si tu adoptais un Pikachu, il se passe un vrai truc dans le corps de la femme que tu aimes il va falloir que vous en preniez conscience tous les deux. Je pense que les femmes en prennent conscience quand même vachement plus vite et que nous, parce que forcément ça touche directement à leur corps. Donc moi, il y a eu toute une phase d'information comme ça. Au bout de 3-4 mois, j'ai commencé à sentir que ouais, c'est bon, là, je commençais à les aménorer, les machins, le vocabulaire, je le tenais, je savais qu'est-ce qui allait se passer. Il y a toute cette phase-là, donc là, je me suis senti mieux, là, 4e jusqu'au 6-7e mois. Et 7e mois, il y a le moment où tu commences à te dire, bon, là, tu connais les histoires de ça peut arriver plus tôt que le terme. Et tu commences à te dire, ok, bon, là, on va commencer à devoir rentrer dans la logistique. Maintenant, je me mets en mode exactement comme quand je prépare une course. On va préparer la valise. Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, c'est quoi le mandatory, le matériel obligatoire pour la maternité ? Coup de bol, tu vois, il n'y a pas de sifflet, pas de couverture de survie, etc. Mais tu as quand même un truc qui est sensiblement la même chose qu'un matériel obligatoire de course. Donc, tu rentres dans la logistique et tu essayes d'être en fait le meilleur accompagnateur de personnes en grossesse que tu peux être, sachant que là, de la même manière, tu n'as pas de code de règles et donc tu apprends sur le terrain, donc tu fais des erreurs et tu fais des choses bien aussi, hein, mais tu fais aussi quelques erreurs, mais tu apprends. Donc moi, en fait,
cette première grossesse m'a donné envie d'une seconde grossesse. Ça y est, déjà parti. Pour pouvoir masteriser. C'est facile pour nous. Hein. Ouais, bah oui, pour nous, c'est ce que je disais. C'est, tu vois, genre, ouais, là, on n'aura pas les testicules qui vont faire la taille d'une pastèque. Donc, c'est vraiment effectivement très facile. Mais c'est hyper drôle ce que tu dis parce que moi, je l'ai vraiment. Enfin, je vois que mes tics de coureur ont vachement déteint sur cette période de grossesse. Tu vois, tu disais, tu parlais du sac, mais effectivement, tu as ce symbolique avec le sac de trail, le sac que tu prépares pour l'accouchement. Moi, je me suis renseigné beaucoup aussi sur la nutrition, sur la construction du cerveau. Et puis, même, tu vois, il y a des trucs que je comprenais pas. Par exemple, c'est très musculaire aussi un accouchement, tu vois, parce que finalement, c'est un effort musculaire. Et c'est vrai que dans la préparation, parce que les femmes ont dit, faites pas d'exercice, faites machin. Mais non, en fait, tu vas démuscler le corps, ça n'a pas d'intérêt. Donc, comment tu peux faire aussi pour, tu vois, pour garder... rechallenger un peu tout ce qu'ils disaient sur la grossesse, ou même on disait pendant l'accouchement, avant l'accouchement, faut pas manger. Je disais mais non, c'est un effort musculaire, tu vas avoir c'est un effort physique. Enfin, pourquoi on mange pas? Parce un petit gel. Tu vois, un petit gel. Oui, mais parce que si elle est opérée, mais c'est bête. C'est comme si tu disais au trailer, ne mangez pas, parce que si vous tombez et qu'on doit vous opérer, faut pas que vous ayez mangé. Enfin, tu vois, c'est leur logique. Donc, et puis même, tu vois, sur la position, est-ce que c'est une position qui est la plus confortable pour les équipes qui vont accoucher, parce que c'est plus simple pour eux la position, ou est-ce que c'est vraiment la plus ergonomique? Donc tu vois, moi j'ai voulu un peu tout rechallenger. Alors évidemment, je suis arrivé avec... Il y a des choses que tu comprends pas et c'est ton regard neuf, mais du coup je me suis renseigné, j'ai voulu un peu changer, mais j'ai vraiment eu cette approche de sportif en fait, tu vois, et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, mais tu vois, c'est un truc dans lequel j'ai l'impression qu'il n'y a aucune certitude et personne veut se mouiller. Tu vois, genre vraiment, on est sur un sujet. Il y a tellement de risques. C'est l'inverse, et c'est exactement ça. C'est l'inverse de la course à pied. La course à pied, il y a plein de certitudes et tout le monde se mouille. Et tout le monde dit, vas-y, c'est comme ça qu'il faut faire. Là, on est rentré dans un truc. Moi, ma compagne est une ultra-traileuse aussi et elle a continué à courir jusqu'à le jour de l'accouchement. Elle devait aller courir le matin et finalement, elle n'est pas allée parce que lui, il est arrivé. Mais vis-à-vis de la course à pied et de la pratique pendant la grossesse, mais t'entendais tout et l'inverse, quoi. Et donc c'est là où je suis bien content de pas être celui dans le couple qui a dû porter l'enfant, parce que ce truc de qu'est-ce que je peux faire, pas faire, etc. Et dès que tu vas voir un professionnel médical, il te dit l'inverse de celui que tu as vu juste avant. C'était un enfer absolu. Donc oui, aller chercher des certitudes dans un monde où personne se mouille. Ouais, c'est clair. Pour beaucoup d'hommes, tu sais, le lien, enfin tu vois, le lien assez intense que tu vas avoir avec ton bébé, il est un petit peu retardé par rapport à la maman. C'est vrai que, encore une fois, je parle de mon expérience personnelle, mais j'ai eu l'impression, en tout cas avec ma compagne, c'est que dès qu'elle a appris qu'elle était enceinte, elle était vraiment maman, tu vois, parce qu'elle le porte, parce que forcément tout ce qu'elle va manger, tout ce qu'elle va faire va potentiellement avoir un impact sur le bébé. Et puis ça a été, pour moi, c'était un petit peu différent, ce lien, cette construction émotionnelle que j'ai eue avec mon bébé, avec ma fille. Ça a vraiment, enfin j'ai vraiment vu quand ça s'est vraiment construit, c'était quand on commençait à avoir de l'interaction, qu'elle souriait, qu'elle allait vraiment, j'allais pouvoir échanger avec elle. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est très maman, tu vois, un bébé. Voilà. Après, je sais que ceux qui ont eu des césariennes, j'ai parlé avec un ami à moi qui a eu une césarienne, du coup, il s'est occupé en premier du bébé et lui, il a eu tout de suite le lien. Et à l'inverse, la maman, ça a été un peu plus long, tu vois. Est-ce que toi, tu as tout de suite eu ce lien ou ça a mis quand même un peu plus de temps où vraiment tu as commencé à avoir un sentiment de manque quand tu n'es pas avec elle? Enfin, vraiment, cet amour très fort. Enfin, on ne peut pas le décrire, mais c'est un amour très fort. Comment s'est passé, toi, cette relation-là avec ton bébé? Moi, je pense qu'à l'inverse de toi, moi, première seconde, je suis à San Pedro de Atacama, là, je m'en souviens, je suis devenu papa dans l'instant où elle m'a dit tu vas être papa. Et donc, j'ai l'impression même que c'est inversé, c'est-à-dire que elle avait peut-être un peu plus a pris plus de temps pendant sa grossesse à se rendre compte, parce que au moment de la grossesse, surtout au début, tu sais pas si ça va tenir, etc. Tu as plein de doutes qui créent ça. Et moi, à partir de la première seconde, je me suis senti papa. Quand il a débarqué, le petit bonhomme, effectivement, moi j'ai pu avoir à m'en occuper à ce moment-là, et donc c'est créé un lien première seconde entre lui et moi. Là où maintenant déjà, tu vois, là, ça fait 3 mois. Ce lien que j'avais très fort au moment de la grossesse et que j'ai eu encore plus fort au moment de l'accouchement, là la balance s'inverse un petit peu, parce que les pères, moi j'ai pu m'arrêter, le légal, j'ai pris le maximum qu'on pouvait prendre au légal, mais il a fallu que je reprenne le taf, donc moi la journée je le vois pas évoluer, et donc là je suis dans la condition de pas mal de pères qui sont en fait tous les soirs tu découvres que ton enfant a appris des trucs et tu les as pas vus, et en fait tu as un rapport de fin de journée de tiens, aujourd'hui il arrive à faire ça, et donc tu vois, c'est cette distance là, se crée de la distance à ce moment-là. Donc j'ai pas attendu pour me sentir papa, j'ai pas attendu. Maintenant
charge à moi justement de consacrer le maximum de temps possible que je peux à rester à côté, à passer du temps avec, à interagir pour entretenir cette flamme de père. Et tu vois, là je me suis dit ce week-end quand j'étais en Suède pendant le truc, je suis parti sans lui et sans ma compagne. Pendant la course, très clairement, il y a un moment où je me suis dit mais qu'est-ce que tu es allé foutre en Suède, courir 22 heures, déjà interdiction, c'est interdiction d'abandonner parce que tu es en train de brûler un temps privilégié que tu pourrais avoir avec ta famille à courir égoïstement pour aller chercher une bague en or. Genre, je comprendrais que mon fils m'en veuille dans 20 piges quand il verra ça sur YouTube, tu vois. Donc ça m'a... Moi, je suis allé chercher des trucs pour pouvoir terminer la course là-dedans, mais à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ce truc-là, ces moments-là sont précieux. Je vais crever dans 50 ans, à peu près. J'ai 50 ans de moments précieux à partager absolument avec ses enfants. Donc, mes choix de parfois être loin doivent être vraiment mesurés à l'œil de la parentalité que je souhaite avoir. Tu veux vraiment être un papa présent, en fait. Tu veux vraiment être... Parce que c'est vrai que tu as aussi une des raisons pour lesquelles les gens font moins d'enfants. C'est parce que la parentalité, elle peut beaucoup reposer sur la maman. Et il y a des pères, en gros... qui n'assument pas forcément, tu vois, ce rôle-là, et en tout cas qui se voient plutôt en tant que maître de famille, et il faut que je ramène des sous à la maison, et puis le reste, c'est pas mon sujet, tu vois. C'était souvent cette culture-là, pas moins notre génération, mais c'est vrai que la culture d'avant, c'était ça. Et donc forcément, quand tu te retrouves tout seul, c'est déséquilibré, quoi. Donc il y a ce côté-là, et moi, là où je te rejoins, c'est aussi ce côté, finalement, ta fille, elle aura qu'une fois 3 mois. Ta fille, elle aura qu'une fois 6 mois. Tu vois, une fois que tu loupes ce truc-là, c'est hyper précieux. C'est trop tard, quoi. Le train, il est passé. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que toi, tu dois bouger pour les courses. Moi aussi, c'est pareil. Tu vois, ce week-end, je suis à Chamonix. Et c'est vrai qu'il y a une culpabilité des fois qui peut naître. Comment tu fais pour gérer ça aussi ? L'exemple type, c'est l'UTMB. C'est-à-dire que très rapidement, nous, on savait qu'à l'UTMB, il allait avoir entre 2 et 3 semaines potentiellement le bébé. Donc on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va, on n'y va pas ? Est-ce qu'on a envie de vivre la charge de casquette verte à l'UTMB 2024 en plus de la découverte de qu'est-ce que c'est qu'un enfant et de notre parentalité avec cet enfant. Et le choix qui a été fait pour nous, c'était que en fait l'ultra fait partie de notre vie, donc on amène le bébé sur l'ultra avec nous. Il a, c'est à 3 semaines, il a fait les ravitaillements. À Champé-Trian. Il a fait la Sainte Trinité finale, le Champé-Trian-Valorcine et l'arrivée. Il s'en rappellera pas, c'est certain. Mais on a décidé qu'en fait, on allait le faire venir avec nous le maximum possible, sans mettre en péril ou sans l'obliger à quoi que ce soit. Parce qu'on ne veut pas que ça soit quelque chose qui le dégoûte à terme. Mais il y a ce truc-là, au même titre que là, quand on est parti, moi j'ai pris mon congé paternité, on est parti dans le Jura, et en fait, dans le Jura, nous, on s'est dit, on va pas rester à l'intérieur à s'embêter avec lui qui va s'embêter aussi. On va essayer de sortir et faire ce qu'on a une capacité de faire avec lui, c'est-à-dire qu'on a continué à faire entre 15 et 20 bornes de randonnée, cette fois-ci lestées par jour. Et lui, il avait l'air de passer un très bon moment, et nous, on a passé un très bon moment avec lui. Donc on s'est dit, en fait, tant qu'on a une capacité à l'incruster en full à l'intérieur de notre vie, et à l'intérieur de notre vie qui est déjà full avec de l'ultra, faisons-le. Bon, après, là, on fait gaffe, on ne court pas encore avec lui, etc., parce qu'il est trop petit. Mais bien évidemment que j'ai déjà une poussette de running. Qui a déjà... Ah, je te dis pas parce que non, mais on a déjà une poussette de running qui est prête pour quand il pourra le faire, pour pouvoir partager du temps avec nous, parce que j'ai pas envie d'aller me barrer dans le bois pour pouvoir courir sans que lui ne puisse partager ça. Et en plus, j'ai l'impression que pour commencer donc maintenant à avoir pas mal de darons qui commencent à venir me parler, ou de daronnes là-dessus, sur comment ils ont fait avec la poussette et tout. Ils ont quand même l'air de dire que assez souvent la petite personne qui est à l'intérieur, c'est quand même un bon moment pour elle, parce que c'est un jeu, quoi. Donc
Donc tout ça, ça va venir remplir cette vie, quoi. Mais c'est clair que moi, je suis beaucoup en tribu, donc je voyage. Déjà, je voyageais avec mon chien sur les cours, sur les événements et même des fois sur les plateaux. Elle était avec moi et j'ai toujours eu cette idée je suis obligé pour mon travail et puis même pour mon équilibre parce que j'aime ça aussi. Je suis comme toi sur les courses, j'aime bien rencontrer du monde, j'aime bien être mobile. Ça, je suis quelqu'un qui aime bien être mobile, même si j'adore rester longtemps chez moi tout seul dans ma chambre. Mais il y a des fois où comme je passe beaucoup de temps seul, j'ai besoin aussi d'aller sur les courses. Et cette logique je fais venir mon enfant avec moi, je la trouve très bonne. Évidemment, après, il faut mettre des pincettes, tu vois, parce que c'est pas du jour au lendemain. Vous prenez votre enfant, vous le sortez de la maternité, vous l'emmenez dans un environnement hyper bruyant et stressant. En fait, tout est progressif. C'est comme en course à pied, tu vois. Mais si tu fais les choses progressivement, tu l'emmènes dans une petite course, une moyenne, et tu vois comment il réagit, tu fais les choses progressivement, ça marche. Il y a pas de problème. On a commencé par une petite course. Ça marche. L'UTMB, c'est une toute petite course. Il y a pas grand monde. Mais l'UTMB en demeurant, tu vois, c'est d'être à l'écoute de ton enfant. Et le seul truc, c'est que c'est à toi de t'adapter à lui, c'est pas lui de t'adapter à toi. Je vais au restaurant avec mon enfant. Mon enfant, s'il est pisse, elle dort, c'est cool, c'est très bien. Si elle se met à pleurer, à hurler, s'il faut laisser tout le monde en plan, il faut partir pour mon enfant, il y a la question, elle se pose même pas. Même si je suis en pleine course et j'ai un live et que mon enfant ça va pas, je coupe tout et je rentre, c'est mon enfant qui passe en priorité. Donc en fait, à partir du moment où sur ce principe-là, c'est moi qui m'adapte à mon enfant et c'est pas mon enfant qui s'adapte à moi, je peux quasiment tout faire. Tu vois, le champ des possibles, il est là. Parce que les gens ils caricaturent, oui, mais un enfant il a rien à faire sur une course, machin. Bah non en fait, tu vois, c'est marqué où non mais c'est pas ça, mais tu sais, je veux dire, à l'échelle de l'histoire, les enfants ils ont été confrontés à plein de choses et voilà. Les ours dans les cavernes, c'était peut-être un peu plus dangereux. Voilà, c'est que le bénévole à Champé. Tu vois, non mais juste pour dire que encore une fois, c'est le lien que tu as, l'écoute, l'observation et tu t'adaptes à lui. Et c'est pas dans la caricature parce que si on le voit, les enfants du Covid qui sont restés enfermés tout le temps, ils ont des retards et on sait que voilà, il y a plein de choses qui se passent. D'ailleurs, au niveau hormonal, je ne sais pas si tu sais, mais il y a un phénomène intéressant qui se produit avec l'arrivée d'un bébé et qui touche aussi bien les mamans que les papas. Parce que je me suis renseigné, tu sais, j'aime bien le côté biologique du truc. Je ne sais pas si tu sais, mais chez les mères, et ça avant même l'arrivée de l'enfant, et ça se traduit aussi quand le bébé arrive, chez les mères, il y a une augmentation de la testostérone qui augmente après la naissance du bébé. Donc les mères vont avoir plus de testostérone. Et c'est assez logique, tu vois, c'est un peu comme dans la nature. Ce qu'on se dit, c'est que c'est ce qu'on pense, on ne sait pas vraiment l'expliquer, mais ce qu'on pense, c'est pour renforcer un peu le lien de protectrice. Et on sait que dans la nature, il ne faut pas embêter une maman ours qui a ses petits bébés, ou on le sait, dans la nature, une femelle qui a ses enfants, il ne faut pas la faire chier parce qu'elle va te dégommer, tu vois. Et c'est aussi valable chez nous, on le constate aussi chez les mamans. Et chez les pères, à l'inverse, ça peut être plutôt surprenant, c'est l'effet inverse. Le taux de testostérone, il diminue, donc tu as moins de testostérone. Et on pense que c'est pour favoriser aussi l'attachement, aussi le côté plus patient du papa. Et plus le papa est présent pendant la grossesse, plus la baisse de testostérone se fait. C'est pas forcément bon pour la course à pied. Mais est-ce que toi, tu as ressenti que la paternité t'a un petit peu transformé aussi dans ta façon d'être, dans ta patience, dans ton lien avec les autres? Est-ce que tu as remarqué ça? Transformé, oui, bien sûr. Est-ce que j'ai senti une baisse de testostérone? Je suis pas sûr que j'étais le mec le plus testostéroné qui existe sur Terre avant. J'étais déjà patient. Après, effectivement, un bébé, on le sait, ça met à l'exercice la profondeur de la patience. Est-ce que j'ai senti une sensation directe de changement? Oui, clairement. Dans ma relation avec les autres, je suis pas sûr. En fait, parce que ce qui a principalement changé, parce que moi, ça fait 9 mois que je m'y habitue, donc je m'y conditionne. Mais ce qui a changé, c'est le regard des autres qui est passé de casquette verte, est un mec qui boit des pains de cul sec à l'arrivée de ses courses, à attends, il doit pas être si débile que ça, là, le petit Zozio, parce qu'il a bien réussi à avoir un enfant, etc. Ça veut dire que quand même, il doit avoir un certain cadre. Donc, c'est plutôt le regard des autres qui a changé sur moi que... Ça a surpris beaucoup de gens. Moi, quand j'ai dit, casquette verte, il est papa et tout, les gens, ils disent, ah bon, t'étais un peu la dernière personne qu'on attendait à voir. C'est pour ça aussi, je voulais faire cet épisode avec toi. Moi, j'étais pas surpris. Moi, j'étais pas du tout surpris. Au contraire, parce que, tu vois, voilà. Ça, tu le sais, c'est le filtre des réseaux qui donne à laisser voir ce que tu laisses paraître. Donc, il y a ça. Mais oui, c'était assez... Moi, d'un point de vue analyse anthropologique, j'ai adoré ce moment où on l'a annoncé d'un coup. Écoutez, je passe de papa à papa. Et effectivement, il y a une espèce de petit choc mental. Le gens qui fait... ouais, d'accord, hein, mais donc moi j'ai pas ressenti de truc direct vis-à-vis de ça. J'ai pas senti de manière. Ton caractère il a pas forcément changé. J'ai pas senti parce que ta vision elle est quand même plus long terme, tu vois. Une fois que t'as un bébé, tu sais que tu l'as pour 18 ans au minimum.
Donc forcément, je disais ça aussi à la crèche, j'ai parti pour 18 ans, ils m'ont dit ah non monsieur. C'est maintenant, non, mais à minimum, c'est t'apprends quoi qu'il arrive. Moi, je suis parti à 18 ans de chez mes parents. Je suis parti à 27. Cool. Ah oui, je suis parti à 18 ans. Mes parents, tu vois, ils étaient tranquilles. En plus, ils m'ont eu jeune, donc voilà. Mais pour le coup, tu sais quand même que pendant 18 ans, elle est là. Donc forcément, t'es moins dans une logique one-one, tu vois, à l'année. T'es vraiment dans quand même forcément par la force des choses, t'as une logique plus long-termiste quand même. Et ça change quand même ton. Enfin, je trouve que ça peut changer aussi. Toi, t'as pas ressenti ça ? En fait, non, parce que je m'y étais préparé. C'est pas un bébé surprise, c'est un bébé souhaité, etc. Et donc, je m'étais conditionné exactement comme si je me disais que dans 3 ans, je vais faire le tort. Je vais me conditionner à arriver sur le tort comme si ça n'allait pas être une surprise de l'avoir, quoi. C'est réellement comment je l'ai vécu. Le seul truc, j'ai l'impression d'être devenu plus, effectivement, je pense, une maman lionne sur la défense de l'enfance. C'est-à-dire que, là, moi, je suis le corbeau qui défend ses enfants au bois de Vincennes. Ceux qui passent à côté du zoo le savent, mais il y a une maman corbeau qui défend qui attaque les coureurs qui passent. Et moi, je suis devenu cette maman corbeau de temps en temps. Je l'ai automatiquement. Mais en dehors de ça, qui est, je pense, quelque chose d'effectivement primitif, j'ai pas vu de grosse manière parce que je m'étais conditionné à ce que ça le devienne. Est-ce que ça changera au 2e, au 3e, au 4e, au 5e ? Parce que j'ai dit donc j'allais voilà. C'est quoi déjà attends, Emmanuel Macron, il a annoncé quoi pour la France déjà là-dessus ? Je sais plus ce qu'il a dit. Le réarmement. Il n'a pas d'enfant, il est gentil lui. Il en a par procuration. Oui, il a 60 millions d'enfants. le truc paternaliste. On est reparti en années 40. Ça dérive. On va avoir des problèmes. Non. Non, mais ouais. C'est drôle parce que on verra s'il évolue, mais la paternité pour moi n'a pas changé. A peut-être changé Alexandre, mais n'a pas changé en tout cas Casquette Verte. Et ce que ça pourrait changer, c'est par contre la charge de la responsabilité de l'exemple, où je me pose forcément la question de me dire, ça me dérangeait pas avant de montrer Casquette Verte, etc., parce qu'il n'avait pas de contrat d'exemplarité vis-à-vis du monde, mais en essence, le petit bonhomme, il m'a créé un contrat d'exemplarité vis-à-vis de lui, et donc là, je me pose la question de temps en temps de me dire, est-ce que tu as envie de montrer ça à ton enfant dans quelques années ? Très souvent, je me réponds pour l'instant. C'est-à-dire, tu fais référence à quoi ? Plein de choses. Parce que tu fumes plus déjà. Je fume plus. Voilà, non, mais tu vois, la référence à l'alcool, je pense que dans 20 piges, boire de l'alcool, etc., sera potentiellement aussi mal vu et ringard et dangereux que peut l'être la cigarette. Et peut-être que nos enfants nous en voudront d'avoir propagé l'image de l'alcoolisme comme quelque chose qui, finalement, n'est pas si grave. Donc là, je me suis reposé la question avec sa naissance de la charge de l'exemplarité. Pour l'instant, je me dis que Casquette Verte doit continuer comme ça, parce que ça me va encore, je me vois assumer face à mon fils, putain, il a 3 mois, mais je me vois assumer face à lui dans une conversation, etc. Et être capable de justifier et d'argumenter de toutes les choses que j'ai pu faire et que je peux faire au quotidien, quoi. Et des choix. Je me vois encore les assumer. Est-ce que ça va évoluer avec le temps ? Est-ce que quand je vais me rendre compte... Attends, j'ai déjà une photo qui est assez... Mon test ADN, c'est quoi ? J'ai une photo où j'ai mon fils qui tire la langue et on l'a mise à côté de moi. Et effectivement, tu te dis, ok, là, c'est le truc. Mais donc, cette photo, elle a été symptomatique de se dire, en fait, effectivement, si moi, je lui montre que je ne souris pas parce que j'aime pas mon sourire, mais que je tire la langue et je fais un clin de l'œil, est-ce qu'il n'y a pas un risque il va reproduire ça ? Je pense que oui, il y a un risque qu'il reproduise ça. Et donc, est-ce que j'ai envie que lui se présente comme ça face à la société ? Ça, c'est la question que je me pose. Donc là, je suis en réflexion par rapport là-dessus. Pour l'instant, je suis dans un état de me dire, ok, dont acte, l'exemple est encore bon. À voir une fois que réellement il va commencer à reproduire des trucs que je fais, est-ce que ça va me plaire ou pas ? Est-ce que j'assumerai qu'il mette sa casquette à l'envers ? Aïe. Non, c'est drôle ce que tu dis parce que c'est vrai que la parentalité, le fait d'être papa ou même maman, je pense ça va pas te changer drastiquement, tu vois. Je pense que des fois, j'ai vu des gens qui ont plus changé en entrant dans une entreprise, en changeant de boulot ou en changeant de conjoint, tu vois. Je les ai vus plus se transformer qu'en étant parents. Par contre, moi, sur certains détails, tu vois, j'ai vraiment vu que moi, j'étais quelqu'un qui avait du mal à dire non. Tu vois, j'étais quelqu'un qui avait tendance à toujours être très gentil, à vouloir toujours arranger les gens. Tu vois, limite, je faisais plus passer le confort des autres devant le mien. Et depuis que je suis papa,
En fait, j'ai plus fait un blocus, tu vois. Maintenant, maintenant, il faut que ça aille là. Chacun, les ressentiments et tout. Évidemment, je garde ce côté humain parce que c'est ma caractéristique, mais je fais plus attention à me préserver, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai moins d'énergie. Enfin, en tout cas, je veux garder de l'énergie pour quand j'arrive chez moi et que je passe du temps avec ma fille. Et ça, c'est vrai que je me suis un petit peu renforcé. Je suis moins sensible à ce que peuvent penser les autres de moi, de machin. Parce qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est ce que pense mon bébé, ma famille, vraiment, tu vois. Donc ça m'a amélioré, tu vois, dans le sens où plus que ça m'a changé, ça m'a amélioré sur certains points. Et je pense que les enfants vont quand même prendre nos qualités. En fait, ce que je remarque quand j'ai des amis par rapport à leurs parents, c'est qu'ils prennent quand même plus les qualités et un peu moins les défauts, tu vois. C'est toujours des versions améliorées de nous. D'ailleurs, c'est pour ça que le monde, il va mieux quand même globalement. Parce qu'on disait tout à l'heure, pour ça qu'on n'est pas d'accord sur le côté de le monde, il va pas bien. Non, le monde va quand même globalement mieux. Les gentils sont en train de gagner, tu vois. Il y a moins de cigarettes, il y a moins d'alcool, il y a moins d'harcèlement, il y a moins de... Non, le monde, il est... Voilà, c'est plus compliqué de mal se comporter avec les gens. C'est le monde quand même, le gentil gagne, quoi. Tu vois, ça dépend toujours des optimistes et des pessimistes. Et moi, je le vois comme ça. Donc, je pense que nos enfants vont quand même prendre plus le meilleur. Mais ça nous rend aussi un petit peu plus vulnérables, un petit peu plus. Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de l'anxiété, de l'inquiétude. Comment est-ce qu'on va se comporter? Est-ce qu'on va être des bons papas? Est-ce que tu t'es posé toi ces questions-là? Est-ce que tu vas être? Tu parles de modèle, de référence. Est-ce que tu penses que est-ce que tu veux ne serait-ce qu'être un modèle? Est-ce que tu as envie quand même que voilà, est-ce que tu sois une référence un peu pour... tu vas avoir ce rôle-là, justement, d'exemplarité? Alors, je veux, non, mais je pense que de fait, on l'a. C'est vraiment ce côté de contrat d'exemplarité. Je pense que là, on se prend... En fait, c'est une signature de fait à la naissance du bébé, quoi. Et... vis-à-vis des gens sur les réseaux, etc., j'ai jamais eu cette volonté d'être un exemple de quoi que ce soit. J'ai eu la volonté d'être moi-même, et après, si des gens en tirent une inspiration, c'est eux qui trouvent là-dedans ce qu'ils veulent. Là, le truc, c'est que je ne serai pas sur les réseaux sociaux, je serai en face-à-face avec lui, et de ce face-à-face, il va prendre très certainement valeur de mimétisme, et donc peut-être un petit peu d'exemplarité là-dessus. Donc, tu te dois de fait de pas provoquer dans le comportement et dans le substrat qu'il va pouvoir récupérer, de pas mettre des choses que tu n'aimerais pas qu'il merde. Oh, c'est compliqué à dire. Pas qu'il consomme, mais que lui derrière reproduise. Donc j'ai dans ce truc l'idée que foncièrement, ça te rend quand même, ça t'améliore quand même foncièrement, ce que tu me dis. Est-ce que ça m'améliore? Tu vois, en fait, ça te bonifie, quoi, non? Une part Ah ouais, mais en fait, est-ce que c'est juste une part d'autocensure où je me dis, en fait, je vais plutôt enlever les 2-3 travers que je veux pas qu'ils ressortent. Hop, on va passer le ménage devant la porte et comme ça, il va avoir l'impression que c'est propre et ça passe. Est-ce que je suis pas un peu dans ce travers-là? Si, peut-être. Mais est-ce que moi, ça m'a bonifié? Je pense pas que ça m'ait bonifié ou que ça m'ait changé relativement. Je pense que... je pense que je vais rester la même personne, mais c'est juste que... putain, ça va être compliqué cette question. Non, mais vraiment. Je vais rebondir, ça tu pourras retrouver tes mots. J'ai beaucoup pensé, moi... Alors moi, je suis pas un ultra-trailer à la base. Je viens pas du monde du trail. Voilà. J'aime bien le « à la base ». Parce que certaines personnes aiment bien me le rappeler. Tu vois, moi, j'ai jamais cherché, j'ai jamais dit que j'étais un expert. Voilà, tu vois, moi, je suis arrivé avec mon regard un peu neuf sur ce monde-là. Et puis, j'essaie de comprendre. Tu vois, j'essaie de comprendre un peu. Évidemment, au début, j'avais mes réflexes de coureur sur route. J'essaie de comprendre. Mais du coup, quand je pensais, en fait, quand je suis devenu papa, le fait que tu dormes pas, il y a beaucoup de choses qui m'ont envoyé à l'ultra trail ou ce que je peux ressentir, tu vois. Il y a ce côté un peu, ce que nous, les coureurs sur route, les athlètes, on va dire, je fais beaucoup d'athlètes, on aime pas, tu vois, on aime bien dormir 8 heures, 9 heures par nuit. On est un peu des F1, tu vois, il faut qu'on soit de la haute chirurgie, il faut qu'on ait bien mangé à telle heure, qu'on ait nos petits trucs, qu'on dorme les 8 heures. C'est pas ta culture, moi, c'était la mienne. J'aurais pas dit F1, j'aurais dit mouton. Tu vois, non. Ça, c'est un jugement de valeur. Attention. Non. Il faut. Chacun, tu vois, a son truc. Moi, c'était ma culture. J'aimais bien, en fait, mettre tout en place pour l'efficience. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, je respecte tout le monde. Voilà, foutez-moi la paix. Moi, j'adore ça dans le trade. Ne me jugez pas. Voilà, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, peu importe. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est moins adapté
au fait d'être parent. Et tu vois, sur l'ultra trail, je me dis, parce que tu vois, des fois, je me dis, mais comment ils faisaient les gars pour pas dormir, pour ci et ça. Et tu vois, je me suis dit, putain, Alex, lui, ça doit pas lui faire peur, tu vois, de pas dormir. Il doit avoir en fait une résistance naturelle. Est-ce que tu penses justement que parce que quand tu es ultra trailer, t'es adapté, t'es un gros 4x4, tu vois, un Jeep Wrangler, tu vois. Est-ce que ça t'a aidé foncièrement à gérer la fatigue, tout ça? Est-ce que tu as fait des parallèles vraiment avec, surtout les 3 premiers mois qui sont quand même assez délicats? Je vais pas dire, ouais, dur, hein, on va pas se mentir, ça peut être quand même super dur. Enfin, tu vas voir. Là, ce qui est bien, c'est que tu vas rentrer dans la meilleure période, tu vas voir. Mais les 3 premiers mois, c'est quand même très, très dur, tu vois. Et est-ce que toi, tu l'as vu des fois un peu comme un ultra, en gros, vas-y, c'est la nuit là, il faut que ça passe. Tu vois, moi, je pensais tout le temps à ces images-là. J'étais déjà un ultra trailer avant, et donc effectivement, l'avantage, c'est que ce que ça m'a permis dans la vie, l'ultra, c'est grosso modo relativiser. C'est-à-dire que rien n'est un problème, parce que de toute façon, t'inquiète pas, je suis habitué à gérer 10 milliards de facteurs différents qui me permettent normalement de ne pas terminer une course, mais je les gère de manière à pouvoir les terminer. Et là, ce qui s'est passé avec les 3 premiers mois, c'est le bon exemple. Mais effectivement, tu prends un gros tarif parce que tu prends cher. Parce que tu sais pas comment ça marche, parce que ça dort pas quand ça veut dormir, parce que t'es plus maître de ton agenda, etc. Mais voilà, ça reproduit moi des choses que je travaille 10 fois par an en faisant 10 ultras par an. Et ces choses-là, c'est dans une course, je suis pas forcément maître de mon agenda, je suis pas forcément maître de comment mon corps va réagir, je suis plus maître de mon sommeil parce que il disparaît. Donc oui, mon fils a bien reproduit ce schéma-là, et donc je suis arrivé, je pense, plus fort en tant que papa ultra trailer qui avait déjà vécu et qui a une expérience d'ultra trailer ouais, c'est ça qu'en fait il faudrait dire au père, au futur père. Putain, prévoyez à l'avance, vous, voilà, il y a 9 mois pour la mère, mais vous, il faudrait bien 3 ans, un bon cycle de 3 ans avant que votre enfant naisse. N'hésitez pas à vous mettre à l'ultra dans ces 3 ans-là, parce que ça va vous permettre d'acquérir des skills qui vont vous permettre de mieux gérer l'arrivée d'un bébé. Parce que oui, le manque de sommeil, etc. Mais oui, se faire hurler dessus par un truc, c'est exactement le même truc pour moi que d'avoir un genou en sang alors qu'il reste 400 bornes, qu'il reste 40 bornes. C'est le même niveau de qu'est-ce que je fous là à ce moment-là, quoi. Et être habitué à le gérer, ça te permet de effectivement le mieux gérer avec un petit être. Mais le rapport à l'endurance, pour moi, il est vraiment flagrant et tout. Et même dans une préparation, c'est ce que souvent on te dit, oui, c'est dur un enfant et tout, mais c'est comme une préparation marathon, tu vois. Préparation marathon, c'est 12 semaines, il y a plein de moments qui sont super durs. Il y a plein de moments où c'est chiant, il y a plein de moments où tu n'as pas envie de t'entraîner, il y a plein de moments où c'est vraiment dur, quoi. Par contre, le kiff que c'est à la fin, mais c'est ça aussi la parentalité, tu vois, c'est qu'il y a des moments qui sont hyper durs, mais le kiff que c'est quand tu rentres, tu vois, moi que j'ai ma fille qui me voit, qui me fait des yeux, j'ai l'impression d'être, tu vois, un mec incroyable qui s'agite dans tous les sens. Et tu vois, moi, c'est là où vraiment j'ai commencé à créer du lien. Et ça arrive vers 4-5 mois. Ouais, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là, vraiment, tu es là, tu rentres, elle est là, elle n'a qu'une envie, elle vient, elle se colle de toi. C'est tellement merveilleux et ça vaut vraiment le coup de tout ce que tu traverses, quoi. Les gens, tu as l'impression qu'on veut, tu vois, tout le temps du positif, on veut tout le temps de la jouissance, mais c'est un prix à payer, quoi. Et c'est comme sur un ultra ou comme quand tu traverses un marathon, la ligne d'arrivée, elle est belle. Pourquoi ? Parce que c'est une délivrance aussi, c'est parce que tu as traversé tout ça. Et donc ce lien, il est hyper fort. Mais clairement, ça se prépare, tu vois. Et c'est là où c'est drôle, parce que moi, tous mes potes, la majorité de mes potes ne courent pas et ne sont pas des sportifs, et donc ils nous ont tous dit, tu vois, les semaines avant, ils nous disaient, mais qu'est-ce que vous foutez là à taper des ultras, toi tu vas continuer à courir 3-4 heures par jour, mais dors, profites-en, quoi. Prends des réserves parce que tu vas voir ce qui va te tomber dessus. Nous, ça nous est tombé dessus, et oui, c'était très très dur, mais soit on a eu un enfant qui était incroyablement facile, soit en fait c'est on avait une capacité d'endurance et de résiliation qui fait que pour nous, ça passe pas comme une lettre à la poste, mais... C'est moins dur que ce qu'on s'attend, en tout cas. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'on te monte tellement la tête en mode, tu vas voir, c'est dur, qu'en fait, tu te dis, il y a des moments, franchement, il y a des moments... Mais en fait, j'ai quelques souvenirs de moments très, très durs, mais globalement, c'est quand même... Ça va. Enfin, en tout cas, moi, dans comment je l'ai vécu, ça va. Alors, en devenant papa, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris chez le bébé ? Tu vois, comme des qualités, des traits de caractère aussi que tu n'imaginais pas. Tu vois, par exemple, je donne un exemple, mais moi, ma fille, j'étais hyper surpris par déjà le caractère qu'elle avait. Tu vois, même à la crèche,
il l'appelle Vaiana, tu vois, dans le Disney, Vaiana, c'est la petite fille qui... Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une île, il faut pas y aller, tu vois, elle y va, tu vois, il y a pas de problème. Donc c'est Vaiana, ma fille, tu vois, elle est hyper curieuse, il y a un obstacle, comme tu dis, un obstacle, je saute l'obstacle. J'appelle le bébé cascadeur, tu vois, c'est vraiment, elle est toujours à la... Voilà, et elle a vraiment son caractère et son tempérament. Et c'est vrai qu'elle était déjà toute petite. C'est fou de se dire qu'à 4, 5, 6 mois, ils ont déjà un trait de caractère. La maladie aussi, je les trouve tellement courageux, les bébés, mais tellement courageux. Réellement, hein, c'est un truc de malade. Quand il y a les dents qui poussent, des fois, je la vois, la fièvre, 39 de fièvre, 39,5. Et tu vois, on est obligé des fois lui faire une mouche bébé et tout. Tu vas connaître ça, je sais pas si tu vas voir. Les dents, voilà et tout. Mais tu te dis, le courage, c'est des bébés, c'est hyper, hyper courageux. Ils sont aussi hyper observateurs, tu vois. Et en fait, c'est vrai que j'avais une vision qui était... la société, de façon, sur l'enfant, ils ont une vision qui est hyper dure, tu vois. L'enfant, il doit se soumettre. Tu vois, il y a encore des gens qui disent, une petite claque, un enfant, s'il n'écoute pas... Ça existe encore, ça ? Ben oui, il y a des gens qui disent ça, tu vois. Il y a des gens qui disent ça. Donc imagine-toi, c'est comme si tu disais une femme, une petite claque, une femme, tu vois. Enfin, tu transportes une femme, c'est chaud, tu vois. Mais il y a même des femmes qui disent, mais moi, jamais je veux un enfant. Enfin, je déteste les enfants. Enfin, imagine-toi si un mec dirait, je déteste les femmes, je veux pas de femmes, les femmes, c'est... Tu vois. On peut le dire aujourd'hui. Dans la société, c'est pas si mal vu que dire ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a vachement dévalorisé l'enfant. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des bébés. Enfin, moi, vraiment, je pense, ils ont une résilience, Tu vois, des fois, ma fille, elle a 42 fièvres, je vais lui faire un sourire, elle va me faire un sourire. Enfin, tu vois, ils sont hyper combatifs. Est-ce que tu as ressenti ça? C'était à la perception un peu pareil ou t'es encore un peu jeune, tu vas voir. T'es pas encore dans les maladies, toi. Ouais, alors, j'ai pas... ce que je dis, c'est que... l'adaptation à la crèche, c'était quand? C'était quand l'adaptation à la crèche? Ça fait 3 jours, là. Ah bah, t'es pas encore. Ça va arriver. Non, mais là, tu vas ouvrir un nouveau chapitre. Attends, là, tu vas ouvrir un nouveau chapitre. Tu fais un coup du vieux daronnage de t'inquiète pas, tu vas voir, etc. Non, je sais que ça va être compliqué. Mais en vrai, c'est le crédéniant aussi avec ton bébé. Mais je suis conditionné là-dessus. Mais est-ce que moi, j'ai le gros défaut d'être quelqu'un qui n'est impressionné que par les gens qui font des choses où je me sais à l'instant T pas capable de le faire. Il y a relativement peu de choses que là actuellement mon bébé fait que je serais pas capable de faire. Il y a 2 trucs où j'ai été effectivement assez étonné rapidement, c'est que les traits de caractère apparaissent très vite. C'est-à-dire que certes, il n'a pas encore les connexions neuronales qui sont faites de manière à pouvoir bien choper les objets, à pouvoir parler aussi bien que nous aujourd'hui. Mais par contre, il a les connexions neuronales pour ronchonner quand il veut ronchonner, pour sourire quand il y a un truc qui le plaît. Donc il y a des trucs qui se créent quand même très 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 vite. Et ça, je pensais que ça allait apparaître peut-être plus longtemps. Mais donc oui, effectivement, très vite, tu as la sensation d'avoir le caractère. J'aimerais me le prouver que dans 15 piges, il a le même caractère. Enfin, ce n'est qu'un développement de ce qu'on a déjà découvert pendant 3 mois. Il y a ce truc-là. Est-ce qu'il m'impressionne? Je dis, bon, sans plus, hein, il court pas non plus encore. Bon, il parle japonais, effectivement, là-dessus. Mais bon, écoute, là, il passe son bac. Là, il passe son bac. Non, non, mais après, vis-à-vis des maladies, je pense que ça va être très compliqué. C'est-à-dire que... C'est dur de voir son bébé qui souffre. Hein. Franchement, c'est dur. Mais c'est terrible. Nous, les premières fois, il a lâché des vrais pleurs, pas des pleurs de ronchonnement, mais des vrais pleurs de ça va pas. Ça te brise le cœur et ça t'arrête complètement. Et c'est... Ouais, pour encore faire une comparaison en ultra, c'est un cri de... Il y a un mec qui vient de chuter derrière toi et qui hurle à la mort. C'est pas possible de pas se retourner et d'aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est viscéral. Hein. En plus, c'est viscéral. C'est ton sang, quoi. Et là, ça va se passer. Et là, les maladies. Et moi, qui n'ai pas peur pour moi sur des milliards de trucs, je vais découvrir la peur via lui. Et c'est quelque chose que je peux pas maîtriser en plus, donc ça me fait flipper. Mais c'est... moi, j'ai pas peur de tomber. Par contre, je flippe qu'il tombe. Mais, et ça va être tout le temps. Tout le temps. J'ai pas peur d'avoir un rhume. Lui, qu'il a un rhume, ça va être atroce pour moi. Donc, je vais avoir des nouvelles peurs à apprendre à combattre et il va falloir qu'il me montre que lui, il est capable de les combattre avec un petit peu notre aide, quoi. Mais tu vas voir, ils sont vraiment très courageux. Sincèrement, moi, ça... Non, ils n'ont pas le choix. Mais non, mais... Ouais, moi je suis vraiment vraiment surpris par cette aptitude, l'apprentissage. Tu vois, c'est aussi quand je dis qu'on a à apprendre des choses, mais tu vois, on est tellement ébahis. Putain, moi ne serait-ce que tu vois quand ma fille, elle a attrapé son mouchoir ou elle a attrapé mes lunettes, elle a mis à prendre mes lunettes. Enfin, tu t'émerveilles de tout apprentissage. Et tu te dis, mais en fait, la vie, elle est trop bien. Enfin, on a perdu ce goût-là. Tu vois, nous, quand on apprend, quand on court, quand on fait des progrès, s'émerveiller parce que tu as appris un truc,
en fait, tu vois que c'est cool, quoi. On perd un peu en grandissant, c'est dommage. Je trouve ce côté-là de s'émerveiller, mais aujourd'hui j'ai appris ça, c'est génial. En fait, tu vois, c'est ça. Et en fait, l'enfant, ça te renvoie à ça. C'est-à-dire que la vie, et tu vois, sur l'apprentissage, la connaissance, ça te reconnecte avec ça. C'est ça qui est vraiment intéressant. Est-ce que ça va me donner envie d'apprendre d'autres choses? Je sais pas, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que c'est possible que ça me donne envie d'aller explorer des nouvelles choses. Moi, c'est ce que je te souhaite, mais on se reverra. On fait un podcast. On fera un podcast, on va voir un petit peu comment ça a évolué. Alors, évidemment, il y a la question de l'entraînement. Ouais. Déjà, toi, tu me dis, voilà, j'avais pas de doute, ci et ça, mais alors, l'idée, c'est qu'on en discute aussi, mais tu vois, moi, ça m'a vachement plus donné envie de retourner à l'entraînement, parce que c'est vrai que le podcast est en hyper croissance, j'ai vraiment voulu mettre mon focus dessus, les gens le savent. Et du coup, quand j'ai eu mon bébé, je me suis dit, voilà, moi, c'est hors de question. Moi, j'ai vu mon père courir, mon père est athlète, et voilà, il va grandir dans un environnement de sport, parce que c'est hyper important. Et du coup, ça m'a donné une régularité. Donc, avant justement de courir, avant que mon bébé arrive, je me suis remis à fond dans l'entraînement et tout. Ça m'a vraiment donné le goût de courir. Et justement, moi, ça a fait l'effet inverse. Tout le monde dit t'arrêtes le sport. Moi, au contraire, ça m'a hyper restimulé dans le sport. Toi, est-ce que tu as eu des doutes par rapport à ça? Comment tu as géré la partie? Est-ce que ça ne va pas être incompatible avec ma pratique sportive? Incompatible? Non, mais ça va la changer et ça me va bien parce que c'est un souhait de ma part. Mais je partais d'où? Moi, je partais de mode débile. Pour courir, il suffit de courir. Donc, cours 3 heures par jour et ça va le faire. Un programme d'entraînement que tu verras rarement dans les magazines. Ce qui marche quand même. Ce qui a semblé, en tout cas, marcher sur certains aspects. J'ai pas gagné l'UTMB ni la Diag, donc ça n'a pas non plus marché de ouf. Mais ce qui s'est passé donc avec l'arrivée de ce bébé, c'est un effet dont Marion Delesper, elle en parle un petit peu en ce moment d'ailleurs. C'est maintenant, tu as une contrainte de temps, donc tu es dans un espace contraint de temps. Tu peux plus rallonger tes sorties. 2 heures, vas-y, j'en rajoute 2 derrière, ça va me faire 4 heures, peu importe. Et je vais le faire avec ma copine, donc en plus, on va passer du temps ensemble. Là, ça c'est plus possible. Donc maintenant, c'est un peu quand ton bébé dort, tu dors. Ça, c'est le conseil des jeunes darons. Il marche jamais. Ah ouais, ça marche jamais. Toi, tu arrives, toi? Moi, j'ai pas essayé. Non, mais c'est parce que quand ton bébé dort, tu dois faire du repassage, tu dois faire des exactement. Quand ton bébé dort, tu veux tout sauf dormir. Moi, je l'ai traduit comme quand ton bébé dort, tu vas courir, je pense. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Mais ça, c'est le conseil. Enfin, moi, je trouve. Ça fait bon sens quand tu n'y es pas, mais dans la pratique, c'est. Clairement. C'est pas du tout applicable. Clairement. Et là, en fait, donc l'idée de Marion, mais ça, je suis assez d'accord là-dessus, c'est que, en fait, là, j'ai 2 heures, donc j'ai 1h59 plus 1 minute d'entrée et de sortie de mon appartement. C'est 1h59. Je dois les optimiser et je dois les rendre efficaces parce qu'avant, je prenais 3 heures. Maintenant, je vais avoir 33% de moins et je veux arriver globalement au même résultat. Donc, il va falloir que tu fasses du fractionné. Putain, ça me fait chier, mais très certainement, je vais devoir faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Je vais devoir aller chercher de l'efficacité. C'est le fractionné, du coup. Tu vas intégrer du fractionné. Je sais pas si je vais faire du fractionné, mais en tout cas, je vais faire de l'intensité là où j'en faisais plus du tout. Ça fait 4 ans que je cours, que moi, j'ai plus l'impression de courir. Mais du coup, tu vas progresser. Si tu vas par là, tu vas progresser. Moi, la vision que j'ai de ton entraînement, de toute façon, c'est le conseil que je donne à tout le monde, c'est que peu importe ce que vous faites, si vous le faites suffisamment assez longtemps, ça va être bien. Parce que la régularité, c'est ce qui fait le progrès. Même si tu fais n'importe quoi, même si vous êtes dans une salle de sport. Moi, demain, je suis dans une salle de sport, je connais rien à la muscu, je fais n'importe quoi. Si je le fais avec suffisamment assez de régularité, j'aurai des résultats. Ce sera pas efficient, j'aurai des résultats quoi qu'il arrive. Donc toi, c'est un peu la vision moi que j'avais de ton entraînement, de ce que je suis. Ça me va bien. T'es quelqu'un qui... en fait, tu as une telle régularité, tu as une telle discipline dans ce que tu fais que peu importe ce que tu fais, on s'en fout, ça marchera. Et tu vas même avoir des meilleurs résultats qu'un mec qui va faire tout très bien pendant 3 mois. Parce que toi, tu as une telle continuité, une telle discipline que tu vas carrément prendre tout le monde. Sauf que tu as tellement poussé le truc à l'extrême. Parce que finalement, tu dis oui, je suis pas à un grand niveau, mais tu as fait quoi? Tes performances à l'UTMB, c'est quand même. Tu as tellement poussé le truc à l'extrême dans ce que tu as fait, ça marche très bien. Mais par contre, tu es le mec pour faire Paris-Marseille, tu peux prendre l'autoroute. Toi, tu as pris toutes les petites routes. Tu kiffes, c'est bien. Parce que moi, j'ai mes parents aussi, ils aimaient bien. On prend les petites routes. Tu vois, toi, tu as pris les petites routes. Donc, c'est vrai que quand tu as une limite de temps, la question de prendre l'autoroute, c'est pas mal. Tu vois. Tu t'arrêtes à 3. Sinon, voilà. Donc, c'est vrai que
Après, maintenant, du coup, j'imagine, en plus, tu as quand même des aptitudes génétiques et pas sûr. sportives. Ah, si. J'ai des aptitudes culturelles et d'éducation de ma mère. Je suis convaincu. Parce que moi, contrairement à toi, moi, j'avais pas de parents athlètes. J'ai déjà dit, désolé, papa, maman, oui, mais je sais que vous tu avez remontes, écouté. peut-être que tu avais un arrière-grand-père chevalier, tu sais pas. Tu sais pas, ça se perd. On a fouillé jusqu'à l'époque de. Pas de Louis XVI, jusqu'à la Révolution. C'est très loin, ouais. Ouais, désolé, avant les papiers. Louis XI, allez, remonte un peu. Bon, voilà, si tu cherches tout ce qui, de toute façon, les bouchex, les trucs en X et tout, grosso modo, c'est tout le coin du Puy-de-Dôme, donc c'est les Gaulois. Donc, ouais, donc c'est quand même des mecs qui étaient pas. Tu vois, tu sais pas, c'est pas parce que ton père était. Tu sais, la génétique, c'est sur. C'est très très long. Ouais, mais je pense que tous ceux qui sont encore vivants aujourd'hui, grosso modo, on est les meilleurs de la génétique oui, bien sûr. d'il y a 100 000 ans. Mais peut-être que t'as un mec qui était un gros énervé il y a 300 ans, du coup, qui a calmé tout le monde, et tout le monde, du coup, on va plus faire du sport parce que ce mec était trop énervé. Et du coup, toi, t'es l'héritier de ce mec super énervé, tu vois. J'y crois et pas du coup, trop. tu vas recréer une branche de mecs hyper énervés jusqu'au jour où tu vas vraiment saouler les gens et tu vois le délire un peu de. J'y crois pas trop. Tu sais pas. Je suis convaincu que l'apport culturel et éducationnel et les valeurs qu'on m'a données ont été bien plus importantes dans ma capacité à faire que le fait que ma génétique me serve. Surtout sur un sport où l'ultra, où il n'y a pas qu'une seule génétique qui fonctionne. On prend les 10 derniers gagnants de l'UTMB. Non, mais sois pas modeste. Les performances que tu as fait, c'est quand même tu tapes des mecs aujourd'hui qui s'entraînent dur, tu vois. Oui, et c'est un plaisir. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir immense. Non, mais c'est vrai. Voilà, il y a des gars qui s'entraînent vraiment sérieux et tu arrives à les battre. Donc c'est. Et là, justement, ça va être intéressant. Donc là, avec un temps contraint, c'est-à-dire que je peux plus faire 24 heures par semaine de course à pied. Je vais pouvoir. Et telle que l'organisation de couple qu'on veut mettre en place et de couple parents qu'on veut mettre en place, j'espère pouvoir en faire aller un peu plus de la moitié, entre la moitié et 3/4 de ce que je faisais en termes de volume horaire, mais en gardant effectivement de la régularité et en rajoutant un truc que je ne fais plus depuis des années, c'est-à-dire de la qualité. Il y a des années que je ne fais plus de la qualité. Là, je vais rajouter de la qualité parce que je vais être sous contrainte de temps. Et à voir si ça va fonctionner. Il est probable que je me blesse un petit peu, comme aujourd'hui, que je me blesse un petit peu dans ce temps de passation, parce qu'on est en train de demander à un Boeing 747 de faire un looping. Donc voilà, il va falloir qu'on ajuste un petit peu le Boeing pour que le looping ça puisse passer sans se cracher. Mais c'est ce qui va se passer. Il faut que tu gardes du plaisir quand même parce que t'aimes. Tu vois, je trouve que c'est très important. Ce serait triste si demain t'allais faire, je te vois sur la piste à, je sais pas, à Auteuil. La tristesse du truc. Vois, non, mais entre guillemets, tu vois, il faut que tu trouves un bon compromis, j'imagine, entre optimiser, mais en même temps garder ce que tu aimes dans l'essence de ton sport, tu vois, c'est-à-dire ce côté très intuitif, très aussi besogneux, parce que c'est un truc tu vois. Très clairement, il y aura de la besogne, il y aura du off, il y aura du 300 km dès très bientôt l'année prochaine qui va tomber en mode à l'arrache et surtout 2 semaines, bien évidemment, avec avant une course, parce que bon, on s'en fout. Oui, il y aura toujours ça. Mais je pense aussi qu'il y a un truc qui va m'intéresser, c'est d'aller voir là, tout ce qu'on me dit là depuis toujours. C'est quoi l'entraînement? C'est quoi ces trucs-là? Je plongerai pas la tête la première. Je lirai pas de bouquin sur l'entraînement. Par pitié, si vous écoutez ce podcast, ne m'envoyez pas vos conseils. Je vais me débrouiller. Je pense qu'il y a assez de matière pour en faire. Mais il est possible qu'on me voit sur une piste. Et je pense que ce sera plus drôle et sympathique que comme un renoncement d'une liberté ou quoi. Ça se trouve, ça va pas marcher du tout et je pourrais dire justement, vous voyez, j'avais raison. Mais j'ai tendance à penser que ça va être plus efficace qu'autre chose. C'est clair. Non, mais après, tu as toujours été lucide quand même dans ta façon d'être. Et c'est aussi ce que je comprenais pas trop à tes détracteurs, c'est que tu as poussé. En plus, tu es même hyper intéressant pour la science, tu vois. Enfin, moi, quand je regardais ce que tu faisais, je me disais, waouh. Après, quand quelqu'un pousse quelque chose à l'extrême, ça fait vachement progresser. Je sais que ça a permis de remettre en question certains coachs, certains. Mais clairement, mais comme le japonais avec les marathons, tu vois, le mec, je sais plus comment il s'appelait, le japonais là qui. En fait, ta perception. Ouais, exactement. Tu vois, en fait, c'est pour ça que les gens. Enfin, le sport, et quand je dis le sport, c'est même le sport de haut niveau, a besoin de gens comme ça, parce que les gens qui sortent du cadre. Parce que du coup, c'est ce qui permet aussi de rechallenger un peu les connaissances et les certitudes. Et il y a fut un temps, moi, même il y a encore 6 ans, l'ultra trail, c'était, il faut en faire enfin, tu vois. Aujourd'hui, la réalité, c'est que ça tend plus vers ce que toi tu fais que l'inverse. Ce que toi tu tends plus vers, parce qu'on se voit que les gens enchaînent de plus en plus. Là, on revoit un peu. Alors, c'est pas forcément le plus efficient, mais ça fonctionne. Donc ça fait avancer, tu vois. Les gens comme toi font avancer, bousculent les codes, et c'est pour ça que c'est hyper bien qu'il y ait des gens comme toi qui sortent des sentiers battus
et qu'on a cette Je sais pas capacité-là. si ça a fait avancer, mais en tout cas, ça fait Si, ça c'est a grandi, évident, c'est ça a évident. agrandi la zone de cette pratique. Et puisque cette zone elle s'est agrandie, ben, il y a des gens qui se sont sentis inclus potentiellement plus que si c'était qu'une pratique sportive avec l'entraînement, avec du coaching, etc. Et du coup, ta conjointe est aussi ultra traileuse. Ouais. Alors, comment vous allez vous organiser? Est-ce que vous êtes mis d'accord sur mais ça, c'est le une plus important. saison ou l'autre? Alors, tu vois, je parlais avec Ludovic Pomeray. Lui, c'est pareil aussi. Il est, tu vois, il y a des fois où il va se consacrer vraiment. Pourtant, sa conjointe est amateur, tu vois, enfin amatrice. Non, on s'est croisés 2 fois sur la Tu diagonale vois, ensemble. et un garçon charmant d'ailleurs, Ludovic, s'il passe par là. Je parlais même de sa femme. Oui, sa femme, c'est vraiment quelqu'un de très humain. Donc, tu vois, comment vous allez vous organiser? Est-ce que vous allez avoir des saisons in, des saisons l'une, l'autre? Enfin, est-ce que vous en avez déjà parlé? Parce que ça va être aussi un petit challenge, quoi. Il était pas né qu'on était déjà sur. Bon, ok, comment on gère la logistique? Déjà, il y avait le quid de est-ce qu'on fait l'UTMB ou pas? Moi, j'ai mis clairement la question sur la table au 3e mois de bon, ben, est-ce que on utilise les nouvelles règles de l'UTMB pour dire bah, écoutez, je peux pas être là cette année parce que j'ai un enfant et parce que voilà, ça va pas le faire. Bravo l'UTMB Et, d'ailleurs. Ouais, c'est fantastique parce qu'ils l'ont fait pour les hommes et pour les femmes. Ouais. Je pensais que c'était que pour les femmes, mais j'ai vérifié, c'est aussi les hommes. Donc sachez-le, hein, si vous avez un bébé à venir ou quoi et que vous êtes déjà qualif, vous pouvez repartir à l'année suivante. Je sais pas si c'est 2 ans, mais en tout cas ça. Il aura fallu un scandale, mais au moins Ouais, il aurait fallu un scandale mais pour ça. fait Ouais, bouger c'est les choses. souvent comme ça. Hein, de toute façon. Donc ouais, très rapidement on s'est dit ça et très rapidement on s'est dit bon bah ok, comment on va faire pour pouvoir faire à l'arrivée du bébé et comment on va agencer nos journées pour que l'un et l'autre on puisse arriver à nos objectifs. Donc déjà le premier truc ça a été de discuter. C'est quelles sont tes envies, qu'est-ce que tu veux faire en termes de courses, d'agenda, comment tu te vois revenir, sachant que voilà, comme je dis, nous on n'a pas les couilles en pastèque, donc l'avantage c'est que quand il naît, nous on peut continuer à courir dès le jour même. Donc il n'y a pas cet enjeu-là. Donc il y a ça à prendre compte du côté féminin. Et nous, les solutions qu'on a trouvées, c'est déjà l'agenda, ok, c'est comment ça fonctionne. Quand l'un va courir, l'autre doit garder à quel moment, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut pas faire ensemble. Il y a un modèle de journée qu'on a créé. On sait déjà comment ça va se passer dès qu'on aura la routine crèche qui sera en place. Et ça va s'agencer, ça va être très minuté, je pense, mais ça va permettre à l'un et à l'autre de courir. L'autre truc qui a été important, donc ça a été de la logistique à l'avance, de se dire ok, quels sont les moments qu'on se préserve à l'un à l'autre, sachant qu'il faut que ça soit donnant-donnant parce que sinon c'est pas possible. Ou sinon tu décides qu'il y en a un, c'est un athlète et l'autre c'est un homme au foyer ou une femme au foyer. L'autre truc qu'on s'est rapidement dit, c'est que en fait on va essayer de vivre les ultras comme des familles et donc autant que ce soit possible, décidons-nous de faire les mêmes courses parce que sinon ça va être une galère pas possible. Et il y a plein d'organisateurs maintenant qui font tout justement pour que tu puisses venir en tant que couple et que y ait des activités pour tes enfants. Ouais, il manque encore un peu ça, je pense que ça manque encore un peu. Mais c'est en train d'arriver à plein d'endroits. Je donne l'exemple de la VVX que j'ai vu l'année dernière. D'ailleurs, les petits trails sont même en avance par rapport au gros. Ouais. Et c'est où? Mais je crois que c'est en Suisse. Je veux pas dire conneries. Suisse et États-Unis où c'est assez développé. Aux États-Unis, tu vois le Québec Mega Trail, si tu passes, mais il y a que des poussettes partout, quoi. Va à la VVX. Je promets que c'est assez hallucinant là-dessus parce qu'ils ont compris ce truc-là. Et du coup, c'est une fête familiale, c'est trop bonne ambiance, les sponsors du coup viennent. Et t'as envie viennent. de rester plus longtemps. Du coup, ils ont même économiquement, parce que du coup, t'attires aussi, comme t'attires les familles, t'attires aussi les sponsors qui sont intéressés par les familles, donc t'es plus dans le marché. En fait, c'est ce que j'explique aux organisateurs de courses. C'est tellement vertueux d'intégrer les familles, même pour votre économie, pour tout ça. Et ça, c'est vrai que les petites courses le font plus, mais il faut que les enfants, ils ont leur place sur les courses, quoi. Et c'est pas seulement le trail kids la veille où il y a personne et après ils dégagent, quoi. Ils doivent être présents, c'est comme ça qu'on leur donnera envie de courir. Je sais pas si après l'objectif, moi, je suis dans le truc de me dire putain, je suis tellement à fond dans l'ultra et on est deux papas, papas. Ah bon on apprend des choses. On apprend des trucs. Écoute. Non, même pas. Mais on est deux parents ultra trailers. Il va déjà être beaucoup baigné dedans. Le but n'est pas de le dégoûter, donc il y a un équilibre à trouver là-dessus. Mais donc communication à mort. Se donner les enjeux qu'on avait sportifs l'un et l'autre, faire des compromis forcément, et surtout ne pas se dire on arrête tout parce que c'est pas possible, parce que on va pas réussir à le faire. Donc ça. Ce qu'il y a aussi à avoir en tête, c'est que en tout cas au moment de
Ça, là, du côté que moi je vois, c'est-à-dire que j'ai pu voir et expérimenter personnellement, c'est-à-dire du côté de père, donc celui qui ne porte pas l'enfant, la grossesse, même si c'est un moment où tu es là d'accompagnement, c'est un moment où tu as potentiellement du temps pour faire des ultras. Là où les 3 premiers ou 4 premiers mois sont quand même compliqués pour pouvoir caler des ultras dedans pour la vie que tu vas avoir de couple avec ton enfant. C'est donc peut-être d'optimiser un petit peu plus ou chargez-vous en ultra pendant la grossesse, si c'est possible, parce que la grossesse se passe bien, mais chargez-vous les pères, chargez-vous en ultra pour être le maximum présent sur les 3 premiers mois, parce que les 3 premiers mois vont être quand même compliqués. Et pour avoir calé 2 ultras dans ces 3 premiers mois, c'était pas forcément à refaire. Pas sûr. À refaire, non, je ne calerai pas dans les 3 premiers mois d'ultra. Donc, du point de vue de père, je pense qu'il y a juste ce truc-là à anticiper. Non, c'est des retours hyper intéressants. Alors, je ne veux pas casser l'ambiance, mais tout à l'heure, tu parlais de ton rapport à la mort. Ouais. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que déjà, je trouve que quand tu as un bébé, le temps passe très très vite. Ouais. En fait, moi, mon rapport au temps, il a vachement changé. Pourquoi ? Parce que déjà, tu as des journées très chargées. Donc en fait, t'as pas ces battements de 2-3 heures où des fois tu peux un peu scroller. Là, et voilà, ça va très très vite. Le temps passe extrêmement vite. Et à l'époque, tu avais aussi ce côté de, tu sais, les années se ressemblent parce que une année, tu fais un l'UTMB, tu fais la diag, et puis après c'est repareil, c'est en septembre, tu as un peu les marronniers qui se mettent en place. Et quand tu as un bébé, du coup, les 1 an, c'est très précis, les 3 ans, c'est très précis, tu vois. Et du coup, c'est vrai que les années se ressemblent un peu moins. Et il y a un rapport au temps, enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'il a très, très évolué. Et cette dimension, en fait, qui rend aussi ça un petit peu plus précieux. Est-ce que tu penses que dans le choix de tes courses, tu es quelqu'un qui courait beaucoup, tu vas peut-être un peu plus prendre conscience, justement, de la sélection. Tu parlais de déficience dans la manière de t'entraîner, mais aussi dans la manière dont tu vas choisir tes courses, faire tes courses, vivre tes expériences. Est-ce que ça, tu penses que ça n'a pas évolué ? Quand tu vas voir la gueule du programme l'année prochaine, tu vas te dire non. Pas du tout. Non, ça va évoluer un petit peu, forcément, mais je ne vais pas le faire dès 2025, je vais le faire sur un peu plus de temps. Mais effectivement, je suis passé de quelqu'un où moi, je ne parlais même pas en saison, parce que pour moi, ma saison, elle a commencé vers 2019 et elle ne s'est pas arrêtée. Donc moi, j'étais plutôt sur un temps long de 5 ans là, actuellement, qui ressemblait beaucoup, parce qu'effectivement, j'avais les marronniers et en plus, j'avais tendance à refaire un peu les mêmes courses, donc ça revenait assez facilement dans le calendrier. Maintenant, je parle en mois. Je suis ce genre de parent où effectivement, tu vois sur les étiquettes des fringues de ton fils, c'est pas des années, c'est pas des tailles, c'est des mois. Et donc, le rapport à la temporalité, il s'est raccourci et là où avant, j'avais beaucoup plus de facilité à me dire alors là, je me projette 2026, je vais faire le Thor, 2025, 2027, je me débrouille pour avoir les américaines, la western, la hard rock. Là, clairement, je me projette à... Si j'arrive déjà à percevoir là où j'en suis en mars-avril de manière assez fixe, je suis déjà fier de moi. Donc pour moi, ça a juste raccourci ma vision, qui était une vision capacité de voir à long terme. Je l'ai totalement perdue parce que chaque jour, j'ai l'impression que j'ai un bébé qui a plus un jour et qui est quelqu'un de différent. Donc, me dire que dans 1 moa, ça serait quelqu'un de totalement différent. C'est clair. Et c'est ce truc-là, comme une tisane, ça a complètement fui sur moi. Et j'ai beaucoup plus de mal à me projeter sur le temps long. J'ai du mal à me dire ok, quand il aura 4 ans là non, moi j'en suis à quand il aura des dents, c'est peut-être dans juste quelques mois, c'est le max que je peux me proposer, quoi. Tu vas voir comment en plus ça grandit, ça évolue tellement vite, c'est de la folie. Mais il y a ce côté, tu vois, il y a une phrase que j'entends dans un podcast qui est le Trilliard, pour ne pas le citer. C'est aussi, tu vois, là par exemple on est au mois de novembre, il va y avoir Noël. Tu vois, il y a beaucoup de sens dans le fait où avant, quand on n'a pas d'enfant, Noël, ça n'a plus trop de sens, l'anniversaire, ça n'a plus trop de sens. Et en fait, tu revécu des moments magiques. Et il y a cette citation, c'est quand tes parents, là, un moment, là, pour nous, la citation, c'est le bon vieux temps, c'est maintenant. En fait, c'est maintenant où on construit les souvenirs. C'est maintenant où on a le premier Noël. Et, tu vas voir après, quand il aura 1 an, qu'il va marcher, son premier anniversaire. C'est le bon vieux temps maintenant, quoi, en fait. Tu vois. Et c'est vrai que ce truc-là, c'est précieux. Et il ne faut pas le perdre. Il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience que là, en ce moment, on vit en fait les souvenirs
grandir, qui vont... J'ai pris un choc mental la semaine dernière. C'est rien du tout, mais j'ai pris un choc mental. On est en train de visiter des apparts avec ma conjointe parce que forcément... Voilà, la voiture et les apparts. Exactement. La voiture, c'est bon. Les apparts, là, voilà, pour éviter d'être à 3 dans sa chambre. Choc mental, on est en train de faire une visite d'un appartement, on prend l'ascenseur, on croise un mec... ambiance 60 piges quoi, et il regarde et tout, comme il s'appelle Nani, en sortant de l'ascenseur, et tu vois, il nous lâche juste, voilà, je veux pas faire le vieux con, mais regardez-les grandir, moi ils ont 30 ans, c'est déjà trop tard. Et waouh, putain, le mec il m'a sorti ça. Ambiance. Bon, ambiance mec, bon, on va peut-être pas choisir cet immeuble, ça pue la mort ici, mais clairement, tu vois, j'y pense depuis une semaine, et effectivement ça me fait dire que oui, c'est un instant précieux. Faut pas non plus se foutre la pression par rapport à ça, parce que voilà, mais oui, c'est un instant qui est ultra précieux, et maintenant chaque instant sont précieux jusqu'à ce que je crève. Moi je le considère comme ça. Le rapport à ce que je te disais tout à l'heure, que la naissance de mon enfant, ça m'a rappelé que je vais mourir, et donc maintenant encore plus qu'avant, j'ai pas envie je veux profiter au max de ça. La phrase que j'utilisais avant, c'était je veux pas mourir. Je crois que j'avais dit ça après la première diag. J'avais 26 ans ou 27 ans, où j'avais dit je veux pas mourir à 26 ans et être enterré 50 ans plus tard. Sous-entendu, en fait, il faut vivre, quoi. Ok, on va pas faire de l'équilibrisme au milieu du périph' pour tenter la mort, mais il faut vivre et en profiter, parce qu'on en a qu'une seule les life, et tous les instants sont précieux. Mais la naissance de mon enfant a décuplé ce truc-là de maintenant c'est précieux pour moi, et c'est donc précieux aussi pour lui, parce qu'il faut qu'il puisse aussi profiter de nous, parce qu'on n'est pas éternel, quoi. Non, c'est clair. Mais c'est curieux ce que tu dis, parce qu'il y a une... Voilà, c'est tellement magique quand tu peux voir ton enfant grandir. C'est ce que je dis. Tu as une particularité aussi sur tous les souvenirs qu'on va faire. C'est que, je sais pas si tu sais, mais 80% du temps que tu passes avec tes parents, à partir du moment où tu as quitté ton domicile, 80% du temps que tu as passé avec tes parents, c'est fini en fait. Tu vois, le jour où toi tu quittes tes parents, le 80% du temps que vous avez passé ensemble, tu n'as plus que 20% à vivre avec eux. Tu vois, donc c'est quand même assez... mais t'imagines, tu vois, c'est quand même assez... Tu commences déjà à te dire, ok, combien de dîners il me reste avec... alors que d'habitude, tu penses à ça quand tu as quelqu'un qui t'annonce un cancer, un truc où il dit j'ai 5 ans à vivre. Tu dis putain, il lui reste 4 Noël, il lui reste 3 Ligues des Champions potentielles pour le Paris Saint-Germain. Mais tu vois, tu le comptes comme ça. Et même, tu vois, Noël, le côté vraiment magique et tout, tu vois, c'est une fois que c'est le bébé, tu vois, le côté Noël hyper magique et tout, c'est 5-6 Noël maximum, tu vois. Donc c'est vraiment ce côté-là, c'est hyper précieux. Et quand tu disais, moi je lis beaucoup de biographies d'entrepreneurs, de choses comme ça, et il y a un truc qui revient souvent, c'est le temps qu'ils passent avec leur famille. S'ils ont tous un regret, mais vraiment dans toutes les biographies des grands inventeurs, des grands chefs d'entreprise et tout, il y a même, tu vois, dans Nike, je me souviens, Phil Knight, tu vois, ce qu'il disait, son fils est mort à 30 ans d'un accident de plongée, et il dit, mais mec, tout ce que j'ai fait, Nike, la création, tout, je plaque tout pour repasser du temps avec lui, quoi. Tu vois, et ça, c'est vraiment un enseignement qu'il faut prendre en compte quand tu vois que tu as toutes les plus grandes personnes qui ont eu des carrières de dingue, qui ont vécu des vues de fou. Ils te disent ça, ils te disent, mais en fait, le seul regret que j'ai, c'est pas avoir passé suffisamment assez de temps avec mes enfants. Tu peux pas ne pas l'écouter. Nous, on a la chance d'avoir accès à ça, parce qu'à l'époque, c'est pas des choses qui se disaient et tout. Donc, voilà, il faut en avoir confiance, même si je suis pas, voilà, je peux passer encore plus de temps avec ma fille, mais au moins, j'ai conscience que ce temps-là, il est précieux. Ok, donc chers auditeurs, retenez bien cette leçon. Retenez bien cette leçon. Maintenant, vous éteignez ce podcast. avant la fin, vous éteignez vos AirPods. Ou sinon, autre solution, vous l'écoutez, mais vous l'écoutez en famille. Parce que ce temps-là que je suis en train de vous faire perdre la phrase, je vous ai fait perdre déjà 7 secondes de votre vie. Donc reprenez la main sur votre vie, éteignez ce podcast. Allez, si une petite phrase de conclusion, si tu devais transmettre une leçon ou peut-être un souvenir à tes enfants, ou si tu veux leur partager une course, une leçon, quelque chose que tu as appris, un truc comme ça qui te vient à l'idée, que tu as envie de lui partager, ce serait quoi? Je pense que ça serait assez simple et primaire. C'est je déteste, parce qu'en plus je le cite à chaque fois, ça a été cité 10 000 fois, mais c'était la vieille phrase de Mark Twain là, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais c'est tellement vrai et humain comme truc, et fabuleux quand ça t'arrive, qu'il faut le faire. Et moi, mon exemple type, c'est ma première diag, où j'avais rien à foutre là-bas. Sur le papier, c'était impossible, ça aurait jamais dû arriver, mais je m'y suis présenté, ça s'est passé, ça a changé ma vie derrière. Voilà, c'est
réellement cet apprentissage que ça m'a fait sur moi-même à ce moment-là et sur l'apprentissage de la vie et de qu'est-ce qu'on doit en faire, c'est tente, ose, mets-toi en mouvement, c'est pas grave si tu tombes, on se fait pas mal quand on tombe, on se relève, t'inquiète pas. C'est putain, va en avant, n'aie pas peur. Et je dis ça en tant que flipper absolu, c'est-à-dire que flipper, pas la machine, mais ni le dauphin. Putain. Mais c'est bien évidemment que ça va me faire ultra flipper si, je sais pas, il me dit bon, bah, papa, j'ai décidé que j'arrête les études, je vais devenir sculpteur. Je sais pas, peut-être que ça me fera ultra flipper, mais de cette expérience que j'ai apprise sur la diagonale de vas-y, t'as rien à foutre ici. Tente-le quand même parce que tu as envie de le faire, laisse-toi driver. Ça m'a appris que oui, il faut absolument tenter ce qu'on aime, se laisser faire. Et j'ai très très hâte qu'il y ait ce moment-là où je vais avoir moi intérieurement très peur que mon enfant se lance dans quelque chose, mais il faudra surtout pas, donc j'espère que tu n'écouteras pas ce podcast, mais il faudra surtout pas que je laisse paraître ma peur pour l'encourager dans son rêve et vas-y, let's go, lance-toi, mais oui, c'est ce qu'il faut faire mon fils. Donc ouais, c'est ce truc-là que j'ai envie de tenter de lui transmettre. Donc j'espère que tu n'écouteras jamais ce podcast. Mais non, faut qu'il écoute justement. Non, parce que il va se rendre compte que tout ça n'est qu'une stratégie, une stratégie éducative. Donc, il fera ce qu'il veut. Ouais, clairement. Ouais. J'ai très peur que quand même, génétiquement, je ne transmette pas mes cuisses, mais que je transmette mon libre arbitre. Je lui souhaite en tout cas. Donc, on verra. Mais ça promet une adolescence compliquée quand même cette histoire. Ah, écoute, hein, ça se fera, tu verras. De toute façon, tu seras forcément surpris. C'est toujours de l'imprévu. Ça, c'est encore un point commun avec la course d'endurance. Merci beaucoup, Alex. C'était vraiment cool. Attends. Moi, j'aime bien parce que je pirate ton podcast. Vas-y. Et toi ? De quoi ? Et toi ? Et toi, en tant que tout ce que tu as déjà réalisé, et qu'est-ce que tu aurais envie de dropper à ta fille comme message ? Comme message ? C'est un peu. Tu fais de ton expérience et de tes réalisations. Non, mais. Je sais. En fait, je pense que je suis peut-être pas assez mature et pour le coup, j'ai pas eu. C'est vrai que c'est marrant parce que j'ai pas eu tout pensé. Des fois, quand t'écris truc, tu dis tiens, qu'est-ce que j'aurais dit. Moi, j'ai peur que ce soit perçu un peu trop dark, mais l'idée c'est demande pas l'autorisation, quoi. C'est juste ça. C'est le truc, c'est si les règles te plaisent pas, tu t'en fous, fais tes propres règles et demande pas l'autorisation. Si t'as envie de le faire, fais-le. Juste fais-le bien. C'est juste ça. C'est juste assume derrière. Voilà, peu importe après. Tu vois, tu me dis si tu veux être sculpteur, si tu veux être boulanger, si tu veux être, peu importe, je m'en fous, mais tu dois être la meilleure sculptrice. Tu dois tendre vers être la meilleure sculptrice, le meilleur boulanger. Enfin voilà, fais-le à fond, quoi. Tu peux tout faire tant que tu fais les choses à fond. Moi, ça me va. Donc c'est ça. C'est demande pas l'autorisation, suis pas les règles. Voilà, on a envie qu'il soit libre. Voilà. Ouais, mais pas la liberté à outrance, parce que tu vois ce qu'on disait sur le fait des gens qui veulent pas faire d'enfants parce que moi je veux être libre. Je pense que quand tu t'imposes tellement de choix pour ta liberté, est-ce que tu es vraiment libre? Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Si moi je veux pas de travail parce que je veux être libre, je veux pouvoir voyager partout où je veux pas de machin parce que mais en fait ta liberté devient une prison, tu vois. Donc en fait je pense que c'est plus complexe que ça, la notion de liberté. Tu vois, donc voilà, non, si aujourd'hui en fait tu peux pas prendre aucune décision parce que tu veux pas être libre, parce que tu veux plus être libre, en fait tu es prisonnier aussi, quoi. On n'est jamais vraiment libre, on n'est jamais vraiment prisonnier. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est la seule chose que je lui dirais, c'est voilà, c'est ça. Après, est-ce que c'est un bon conseil? Je sais pas. Non, mais peu importe. C'est un conseil qui me plaît en tout cas. Ouais. J'aurais enlevé le meilleur. Parce qu'il y a non, mais il faut qu'elle tende vers le meilleur. Vraiment, je veux il faut qu'elle se donne à fond, quoi. Pour moi, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est juste que tu dois le faire à fond, quoi. Tu dois. Pas forcément parce que c'est compliqué le meilleur, on s'en fout. Le meilleur, c'est un état d'esprit, tu vois. Moi, je suis à l'aise pour dire que je veux faire le meilleur podcast. Je suis à l'aise. Moi, alors, je sais que dans le trail, vous n'aimez pas ça. Le trailer, faut pas vouloir être le meilleur. Parce que c'est vrai que c'est pas très bien vu. Je voyais pas comme ça. Ce que je pense, c'est voilà, il faut être à l'aise avec l'idée de te donner à fond dans ce que tu fais, quoi. C'est sans que ça te bouffe, tu vois, faut avoir du recul. Mais passionne-toi et vas-y, quoi, go. Enfin, tu vois, tu t'en fous. Il y a plein de gens qui ont réussi dans tous les domaines. Il y a des gens qui gagnent leur vie sur tout aujourd'hui. Il y a des gens qui font rêver les gens en jouant aux vidéos et ils arrivent à donner des émotions aux gens en jouant aux jeux vidéo. C'est génial, quoi, cette époque. Elle est incroyable, quoi. Donc, donne des émotions aux gens par tes mains, par ton travail, par ce que tu fais. Toi, tu fais kiffer aussi les gens. Les gens, tu leur donnes des émotions, tu leur apportes que des émotions. C'est positif dans tout ce que tu fais, tu vois. Donc, à partir du moment où tu donnes des émotions aux gens, c'est génial.
Voilà. C'est marrant. Ouais, moi, je voyais plus, tu vois, le meilleur, je le vois comme prends du plaisir. Ouais, c'est ça, prends du plaisir ce que tu fais. Il faut absolument que tu te retournes, tu te dises, ok, je regrette rien et j'ai kiffé. Non, c'est ça, ouais. Bon, bah écoute, c'est une belle conclusion. Ouais, très bien. Exactement. Bah, merci beaucoup, Alex. Et puis, au plaisir de te revoir sur une prochaine course. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en plus, là, c'était l'UTMB, tu vas me dire. Avec toi, ça fait beaucoup. Déjà, je t'ai pas vu à la Diag. Ouais. Je t'ai pas vu. Ça a été un rendez-vous très difficile de pas être là. Ouais, ça fait bizarre d'ailleurs. T'étais pas là. Ouais, je reviens l'année prochaine. Il manquait quelque chose, ouais. Je reviens l'année prochaine. Bon, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, c'est un épisode un peu particulier, mais on aime bien changer un peu. Voilà, plein d'entraînement, c'est sympa, mais maintenant, être coureur, c'est aussi un mode de vie et notre famille, elle en fait partie. Donc on fera un point à l'entrée du CP, bien évidemment. Voilà, on fera un point au collège. On fera un point tous les 2 ans à la fac. À la rentrée à la fac, c'est tous ces moments importants pour savoir où ça en est. Et ça sera formidable quand ils pourront, eux, parler et faire un podcast. Et on collera les 2 podcasts pour voir qu'est-ce que c'est qu'être enfant en 2044. Et on les fera venir aussi, tu vois, ils évidemment. pourront nous dire, bon alors les vieux là, les boomers. Vous êtes totalement trompés. Voilà, ça sera intéressant. Merci beaucoup Alex, merci à tous et à la semaine prochaine. Salut.